allons entamer la deuxième conférence recherche co-organisée par l'ISTIA et le CERTOP. C'est la deuxième conférence recherche de cette année 2019-2020. La première a eu lieu la semaine dernière en présence d'Antoine Doré, qui est ingénieur à l'INRA et qui lui travaillait davantage sur l'écologisation des pratiques alimentaires et agricoles. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de cette même thématique. Nous sommes sur une thématique plus dédiée à des étudiants de tourisme, d'hôtellerie, surtout de tourisme de l'ISTIA. D'ailleurs, je vous souhaite à tous la bienvenue, étudiants de Foix et étudiants de Toulouse, qui sont venus spécifiquement en bus cet après-midi. Bienvenue à tous. Donc, nous avons là, je crois, des étudiants de licence tourisme, des licences professionnelles, mais aussi des licences générales. Et nous avons également des étudiants de master du site de Toulouse et du site de Foix. Voilà, donc bienvenue à tous. Alors, ces conférences-là, vous le savez, eh bien, elles sont importantes à l'ISTIA, puisque ce sont des moments où on essaye de se rassembler pour discuter, dialoguer avec un invité de renom, un invité qui vient présenter des travaux de recherche dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie ou de l'alimentation. Donc, ce sont des moments un petit peu de mise en dialogue, d'interaction entre la communauté universitaire étudiante et un enseignant-chercheur d'une autre université. Donc aujourd'hui, eh bien, nous avons le grand plaisir d'accueillir Bertrand Réau, qui est sociologue et qui, donc, bien sûr, a accepté gentiment notre invitation dans un planning très serré, comme beaucoup d'entre nous. Mais Bertrand donc, nous fait le plaisir de venir spécifiquement aujourd'hui à Foix depuis Paris pour venir vous présenter ses résultats de recherche à son tour. Bertrand, je vais vous présenter, il a écrit un certain nombre de travaux en sociologie du tourisme, notamment. Alors, pour être brève un petit peu dans ma présentation, dans sa présentation, alors Bertrand peut-être se présentera à son tour pour compléter, mais alors, Bertrand est sociologue, habilité à diriger des recherches. Il est au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et il est directeur de l'équipe pédagogique nationale territoire. Il est également délégué à la présidence de l'association ASTRE, qui est une association tourisme, recherche et enseignement supérieur, donc l'ISTIA est membre de l'association ASTRE. Et Bertrand Réau est également chercheur au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, qui est une UMR-CNRS. Alors, ces principaux thèmes de recherche, eh bien, les voici. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de lire certainement Bertrand Réau. Mais ces thèmes de recherche sont les pratiques touristiques, l'usage social du temps, les usages sociaux du temps. Tu as travaillé également sur les enjeux de la globalisation de la science et des recompositions disciplinaires autour des Tourism Studies. Donc, c'est aussi ce sur quoi Bertrand va intervenir aujourd'hui. Également les rapports entre tourisme et ethnicité en Asie du Sud-Est. Il a aussi pas mal travaillé sur l'Asie. Et le développement des parcs à thème dans le monde, c'est aussi quelque chose que tu as travaillé et exploré. Alors, de nombreux articles au nom de Bertrand Réau, de nombreux ouvrages. Je nommerai principalement Retour à la Terre, Les Vacanciers, Travailleurs dans les fermes écologiques d'un réseau international, ça c'est une publication de 2017. Co-auteur également du bouquin, de petits bouquins dont je vous parle souvent en sociologie du tourisme, qui s'appelle donc Sociologie du tourisme et qu'il a écrit en collaboration avec Saskia Cousin, avec une dernière édition en 2016. Puis l'auteur également des Français et les vacances, Sociologie de l'offre et des pratiques de loisirs. Voilà, donc un certain nombre de publications, je vous invite à aller beaucoup plus loin et à télécharger ou à lire bien sûr des articles de Bertrand. Donc merci Bertrand. Alors aujourd'hui, je crois que l'intitulé que tu as choisi, alors il est inscrit là, l'internationalisation de la science, les effets des recompositions disciplinaires au sein des Tourism Studies. Donc merci beaucoup pour cette thématique-là que nous n'avons pas, je crois, l'occasion du tout de traiter à l'ISTIA, ni dans les cours, ni dans d'autres conférences recherche. Donc je pense que c'est intéressant aujourd'hui de prendre un petit peu de la hauteur sur ce qu'est le tourisme aujourd'hui en France, dans le monde, et en quoi, je dirais, il rassemble un certain nombre d'enjeux scientifiques en articulation avec d'autres disciplines. Alors, peut-être pour ce qui est de l'organisation de l'après-midi, je vais laisser tout de suite la parole à Bertrand Réau durant 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, bien entendu, nous vous écouterons. On espère que vous ayez, on va espérer que le débat soit fructueux. On espère que vous allez pouvoir poser un certain nombre de questions
peut-être en lien avec vos travaux de recherche, de mémoire, parce qu'il faut savoir que la plupart d'entre eux ont des mémoires réalisées en première année, en deuxième année. Les licences, c'est aussi l'occasion peut-être de réveiller en vous des thématiques de recherche pour vos futurs parcours à l'ISTIA ou ailleurs. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Maître Henriot, que je remercie vraiment chaleureusement d'être venu jusqu'ici à Foix pour discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous avez un très joli campus, des activités foisonnantes. Et comme je le disais avant de venir, je serais bien heureux de pouvoir travailler plus souvent chez vous. Hein. Vous avez des cadres de vie extraordinaires pour pouvoir faire des études et c'est particulièrement, je dirais, propice à la réflexion. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement des Tourism Studies, mais disons que l'enjeu est plus généralement de réfléchir sur finalement la globalisation de la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans un univers où le discours scientifique peut être attaqué, remis en cause, travaillé, en tout cas questionné par effectivement des sources divergentes. On voit l'impact que peut avoir notamment les réseaux sociaux, l'accélération de l'information via Internet, pour justement avoir des, si vous voulez, des discours soit concurrents, soit différents, etc., par rapport à un discours scientifique. Donc il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, et d'autant plus en tant que citoyen, je m'adresse à des étudiants citoyens ici, avoir une réflexion sur ce que c'est que la science, comment est-ce qu'elle se constitue, quels sont les enjeux de recomposition qui s'y opèrent au jour d'aujourd'hui, est particulièrement important pour pouvoir aussi se positionner, réfléchir à la spécificité d'une approche scientifique dans nos sociétés contemporaines. Alors pour cela, bien évidemment, il faut faire de la science. Et si vous voulez, le parti pris de cette conférence va être effectivement de vous montrer que pour justement avoir une réflexion sur la science, eh bien, il faut adopter une posture scientifique sur la science. Alors, qu'est-ce que c'est que la science? Déjà, alors, bon, j'aime bien rappeler cette citation de Gaston Bachelard. Il nous dit, pour le contenu, hein, bien évidemment, que voilà, le fait scientifique est conquis. Voilà, conquis sur quoi? Sur les préjugés, les prénotions, c'est-à-dire sur ce que l'on pense spontanément de tel ou tel phénomène, ce que l'on a comme réaction lorsque l'on va avoir tel ou tel phénomène, telle ou telle lecture, tel ou tel terrain. Donc ce sont les préjugés, les prénotions, tout le monde en a, hein, que ce soit quelqu'un qui ne fasse pas de recherche, qui ne fasse pas d'études, jusqu'au plus grand chercheur prix Nobel, tout le monde a des préjugés, des prénotions, et c'est logique, c'est normal. La question, c'est de savoir comment, justement, le fait scientifique est conquis sur ces prénotions et ces préjugés, et qu'est-ce que l'on met en place en matière, donc, à la fois de méthode et de démarche, pour, justement, ne pas être l'objet de ces prénotions, mais pouvoir, à la fois, donc, les comprendre et les prendre en compte dans le métier de chercheur. Le fait scientifique est aussi, donc, vous le voyez, construit par la raison. Ça doit vous parler sans doute un peu plus. Construit par la raison, parce que bien évidemment, il ne s'agit pas de l'expression d'une émotion spontanée que tout d'un coup on mettrait en avant pour dire bon, voilà, c'est ça la science, c'est comme ça que je pense, etc. Construit par la raison, ça renvoie bien évidemment à la question de la méthode, la question de la problématique, et à tout ce qui est associé justement, et que vous avez à faire aussi en tant qu'étudiant lorsque vous allez faire votre mémoire, justement, à réfléchir à l'élaboration d'hypothèses, de problématiques, et effectivement de méthodes en s'appuyant sur des concepts, des théories, qui sont donc construits par la raison. Mais la différence, je dirais, avec d'autres discours qui peuvent être construits par la raison aussi, hein, bien évidemment, pensez par exemple au discours philosophique, tout à fait considéré, voilà, effectivement, que c'est aussi une forme de discours construit par la raison, eh bien, le fait scientifique est constaté dans les faits, vérifié empiriquement.
constater dans les faits, vérifier empiriquement, c'est très important parce que ça signifie qu'il y a justement des terrains, qu'il y a des enquêtes et que c'est bien en confrontation, en application avec ces terrains que l'on pose des hypothèses, que l'on travaille avec des méthodes et que classiquement, je dirais, eh bien, on répond à ces hypothèses par rapport à ce que l'on peut découvrir. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots de découverte, à ce que l'on peut découvrir sur les terrains d'enquête. Donc c'est important d'avoir cette définition en tête parce que, vous voyez, si vous prenez les trois termes, au jour d'aujourd'hui, ce sont des éléments essentiels pour comprendre et faire la différence peut-être entre les différents types de discours que l'on peut entendre au quotidien, que l'on peut entendre dans les médias et surtout que l'on peut plus ou moins lire lorsque notamment on fait des recherches, savoir ce qu'il en est, comment se positionner, où regarder. Eh bien, je pense que c'est pas mal de garder ces éléments-là en tête pour se demander si effectivement on a quelque chose qui ressemble à cela lorsque l'on lit telle ou telle littérature ou lorsque l'on entend tel ou tel discours. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, la science et le fait scientifique ne se limitent pas à son contenu. Et ce qui est intéressant lorsqu'on veut faire une sociologie des sciences, c'est bien évidemment de prendre en compte les différentes dimensions. La science est aussi constituée d'institutions. Ce sont des départements, des universités. Voilà, vous êtes ici dans il y a un laboratoire de recherche, une université. Ce sont aussi bien évidemment des journaux scientifiques, des associations professionnelles, des congrès, des colloques, etc. Ces ensembles d'activités sont des institutions. Mais c'est aussi des pratiques, c'est-à-dire des opérations de recherche, des formes d'engagement, et enfin, et on le voit aussi, bien évidemment des contenus qui s'adressent à des publics différents. Dès lors, pour vraiment essayer de mener une analyse scientifique de la science, eh bien, il faut articuler ces trois dimensions que sont donc les institutions, les pratiques, les contenus et bien évidemment aussi les publics, puisque les différentes sciences s'adressent à des publics différents. Et ces dimensions sont intimement liées. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous l'avez compris, l'enjeu c'est de se demander comment saisir ces articulations. Alors, de nombreux chercheurs ont travaillé bien évidemment sur la sociologie des sciences, et je dirais, si on prenait le problème par le petit bout, eh bien on commencerait par se dire, tiens, on va d'abord faire la méthode, utiliser une méthode. Ici, je vous la présenterai, la question des réseaux de la bibliométrie. Et puis, on ne va pas spécialement, je dirais, se poser en amont le cadre qui définit cette méthode, qui va bien évidemment avoir une influence majeure sur la façon dont on aborde le problème. Alors, on ne va pas partir de la fin, mais on va commencer par le début. Et la première chose à constater, c'est qu'il existe une très forte hétérogénéité, à la fois entre les disciplines et aussi dans les disciplines du savoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes ici, vous avez tous et toutes eu des cours disciplinaires, que ce soit de la géographie, de l'économie, de la sociologie, etc. Eh bien, ces disciplines ne sont pas unifiées. À l'intérieur, vous avez aussi des différences intradisciplinaires et il s'agit de les comprendre pour pouvoir justement faire une analyse pertinente. Quelques noms de grands sociologues qui ont bien évidemment été pionniers dans l'analyse de la sociologie des sciences. Vous avez bien évidemment Merton qui a proposé une approche fonctionnaliste de la science en s'intéressant donc justement au rôle du chercheur dans la société. On lui a souvent reproché justement de ne pas s'intéresser au contenu de la production scientifique. A l'inverse, vous avez des courants plus contemporains qui s'intéressent quasiment uniquement à la dimension cognitive et qui abandonnent l'analyse des institutions académiques. Alors du coup, qu'en est-il si on se pose la question des tourism studies? Eh bien, beaucoup de chercheurs ont souligné finalement l'hétérogénéité des savoirs sur le tourisme, qui rendrait impossible, si vous voulez, l'émergence d'un paradigme commun, c'est-à-dire une forme d'homogénéité
épistémologiques. Mais si elles sont hétérogènes dans leur contenu, les études sur le tourisme le sont aussi dans leur maillage institutionnel. On l'a dit, les disciplines ne sont pas unifiées. Et vous avez notamment un autre auteur que je vous signale, qui s'appelle Peter Gallison, qui montre justement comment les disciplines scientifiques connaissent une forte différenciation interne. Elles sont donc hétérogènes et autonomes. Mais le fait que les disciplines soient hétérogènes et autonomes ne signifie pas qu'il n'existe pas de mécanismes transversaux de communication. Et c'est bien ça qui est intéressant à étudier, comme le disent Ragway et Tereshin. Il existe des zones d'échange à partir d'un savoir partagé par les différentes disciplines qui permettent la convergence. Mais pour étudier cette convergence, encore faut-il connaître la circulation des concepts, des théories, des méthodes, et surtout s'intéresser aux différentes fractions de disciplines, car les fractions de disciplines sont celles qui permettent justement de pouvoir travailler de manière transversale, et notamment lorsque l'on traite d'un sujet comme le tourisme. Si je le dis de manière simple et je dirais un peu réductrice, dans différentes disciplines, le tourisme est abordé. Et il est abordé que par certaines fractions de ces disciplines. Toute la discipline géographique ne s'intéresse pas au tourisme, toute la discipline sociologique ne s'intéresse pas au tourisme, et donc, quelle est la partie, finalement, de ces disciplines qui prend pour objet le tourisme? C'est une vraie question, parce que, bien évidemment, elle va déterminer le type de production scientifique, le type de connaissance, le type de construction d'objets que l'on va avoir. Alors, c'est intéressant de se poser la question des études sur le tourisme, parce que, bien évidemment, elles s'inscrivent dans un mouvement plus général qui, si vous voulez, part de trois constats. Alors là, je m'appuie toujours sur Ragway et Tereshin. Le premier constat, c'est ce qu'on appelle l'autonomie relative du champ scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autonomie relative du champ scientifique? Ça veut dire que dans nos sociétés, il existe des espaces, donc Bourdieu appelle des champs, qui sont donc constitués avec des enjeux de lutte, avec des luttes autour d'un capital spécifique, ici le capital scientifique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire des luttes autour d'un capital scientifique? Un capital scientifique, ça veut dire qu'il va y avoir la discussion justement pour savoir qu'est-ce qui est légitime ou non scientifiquement. Qui va décider ce qui est de la science et ce qui n'est pas de la science? Un vrai enjeu. Est-ce que vous, mademoiselle, vous voulez dire ça c'est de la science ou non? Vous pouvez le dire, mais est-ce que vous aurez la légitimité pour le dire et pour l'imposer? C'est une vraie question. Et donc du coup, une fois qu'on se pose cette question, on comprend que l'autonomie d'un champ est relative, puisque d'autres domaines, d'autres espaces peuvent aussi intervenir, bien évidemment, dans le domaine scientifique. Quels sont ces espaces qui contestent ou qui vont intervenir dans le domaine scientifique? Bien typiquement, vous pouvez réfléchir à des discours de type journalistique. Est-ce que la parole journalistique s'introduit ou non dans le champ scientifique? Vous pouvez vous poser la question, bien évidemment, de l'industrie. Voilà, dans quelle mesure le champ économique s'introduit dans le champ scientifique, et vice-versa. Donc, quelles sont les relations qui peuvent s'opérer, sans parler, bien évidemment, du champ politique ou des différents microcosmes sociaux. Et donc, il existe, si vous voulez, des flux migratoires transversaux aux espaces disciplinaires, c'est-à-dire que les disciplines ne sont pas des silos fermés, il y a effectivement des circulations entre elles. Et enfin, la dernière dimension, le dernier constat, c'est qu'il existe aussi des mouvements donc, de convergence intellectuelle qui vont faire émerger des nouveaux découpages, des nouvelles démarcations à partir de sous-disciplines qui vont se créer et qui vont faire émerger des nouveaux découpages. Et ces nouveaux découpages sont intéressants parce que c'est par là qu'en partie interviennent justement les innovations scientifiques. Alors qu'en est-il si on revient justement à la question du tourisme? Eh bien, on peut se demander, existe-t-il du coup ici un sous-champ de recherche? Si on prend le concept de champ, eh bien, on constate que depuis le développement de la science moderne, il y a eu, comme dans tous les secteurs d'activité, une division du travail de plus en plus poussée.
Et comment ça se caractérise dans la science? Eh bien, ça va être une division du travail scientifique de plus en plus pointue. Pour donner un exemple très simple, au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir des spécialistes, et vous en avez quelques-uns, des spécialistes du tourisme. Donc ça va vraiment être, vous voyez, une niche très particulière dans une discipline, que ce soit la sociologie et la géographie, c'est une niche très particulière. Ce n'était pas forcément le cas à l'époque de Max Weber ou de Durkheim, où on s'intéressait à des grands sujets de la sociétaux, et où du coup la spécialisation était moins poussée à outrance. Ce qui signifie, ça a un impact bien évidemment, puisque ça signifie que tant institutionnellement que conceptuellement, eh bien ces spécialisations peuvent avoir intérêt à devenir autonomes, à essayer de produire des sous-champs de recherche, et donc du coup à essayer d'établir leurs propres règles, leurs propres enjeux. Et donc ça c'est une vraie question lorsque par exemple on se pose, si on prend pour l'objet du tourisme, y a-t-il un sous-champ de recherche? Si oui, qui le constitue? Comment est-il constitué? En faut-il un? On peut se poser plein de questions de cet ordre-là. Bourdieu définit, pour justement illustrer comment fonctionnent les champs, deux types de capitaux. C'est très intéressant que vous ayez ça en tête, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme dans les années 70, comme dans les années 80, mais de manière un peu différente, justement, il y a ces deux types de capitaux. D'abord, un capital dit scientifique, qui se produit avec la reconnaissance des pairs. Un capital scientifique qui se produit avec la reconnaissance des pairs. Ça veut dire quoi la reconnaissance des pairs? Ça veut dire que vous publiez un article, vous essayez de publier un article, vous l'envoyez à une revue qui va être composée de pairs, c'est-à-dire d'autres sociologues, si vous envoyez une revue de sociologie, et qui vont évaluer ce que vous avez écrit. Ça veut dire quoi évaluer? Ça veut dire qu'ils vont reprendre ce que je viens de vous dire avec Bachelard, et ils vont se demander, est-ce que là, on a effectivement la production d'une enquête scientifique? Est-ce qu'on a la rigueur méthodologique? Est-ce qu'on a la construction par la raison? Est-ce qu'on a la validation empirique des hypothèses posées? Et donc, si vous voulez, c'est très important d'avoir ça en tête. Lorsque je vous disais en introduction qu'il y avait des contestations du discours scientifique, pensez justement à l'importance, et l'importance renouvelée au jour d'aujourd'hui, d'avoir des jugements par les pairs, des jugements par des gens de la même discipline, c'est-à-dire des gens qui sont justement compétents pour finalement évaluer. Ce que je vous dis pour la sociologie vaut pour la physique quantique ou la biologie, c'est exactement la même chose. Et c'est très important de garder ce processus d'évaluation. Ça, c'est un type de capital qu'on retrouve dans le champ scientifique. D'accord? Il existe un deuxième type de capital, que mentionne Bourdieu, qu'on retrouve dans le champ scientifique, c'est un capital qu'il appelle temporel. Le capital temporel, ça renvoie aux positions du pouvoir temporel. Concrètement, tout à l'heure, effectivement, Jacinthe disait, voilà, Bertrand Réau est directeur d'un département territoire. Voilà, ça c'est un capital temporel, c'est-à-dire qu'on a des fonctions administratives et effectivement, on alloue des moyens, voilà, collectivement, bien évidemment, mais ça c'est un capital temporel. Et vous voyez, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les légitimités qui reposent soit sur le capital scientifique, soit sur le capital temporel, ne sont pas du même ordre. Vous pouvez être un très bon chercheur reconnu par vos pairs, publier dans d'excellentes revues, être convié à de nombreuses conférences ou à de nombreux congrès, publier dans les plus grandes revues, etc., être dans le débat intellectuel très riche, et n'avoir finalement qu'un pouvoir temporel assez faible, c'est-à-dire ne pas vous retrouver à la tête finalement de l'administration des millions qui peuvent être liés à des contrats de recherche ou plus modestement des universités, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une chose qui peut être, les choses ne sont pas forcément du même type. Et dans le même ordre d'idée, vous pouvez être tout à fait avoir du pouvoir temporel, par exemple, voilà, être président de l'université ou président des comités d'évaluation ou je ne sais quoi, sans avoir forcément une très forte reconnaissance scientifique. Ce ne sont pas les mêmes canaux qui permettent d'accéder à ces deux positions. Ce ne sont pas les mêmes types de capitaux. D'accord ? Et donc, c'est important de comprendre ça, parce que si vous commencez à comprendre ça, vous voyez qu'il peut y avoir, et il y a dans l'espace scientifique, des enjeux de lutte. Des enjeux de lutte pour savoir finalement
quel est le capital légitime pour définir ce qu'est la science? Celui qui a les moyens matériaux, financiers, qui définit des stratégies, des plannings, ou ceux qui ont la reconnaissance par les pairs de leur capital scientifique. C'est un véritable enjeu. Et lorsque vous voyez au jour d'aujourd'hui les questions qui se posent autour des réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche, eh bien on est là-dedans. On est là-dedans. Comment faire articuler les deux? Comment faire discuter les deux? Comment faire que l'un ne surdétermine pas l'autre? C'est un vrai enjeu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on revient sur notre question du tourisme, eh bien on peut se demander comment se développe finalement une forme de capital symbolique propre à un sous-champ du tourisme. Quelle forme de capital dont je viens de vous parler se développe-t-il? À quoi ressemble le capital scientifique dans le domaine du tourisme? À quoi ressemble le capital temporel dans le domaine du tourisme? Quand je dis à quoi ressemble, ça veut dire à la fois quelles sont les institutions, les contenus, les pratiques, les publics. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, la question, c'est que, bien évidemment, les enjeux de connaissance et matériels sont intimement liés. On peut ainsi se demander, finalement, quelles seraient les limites d'un sous-champ de ce qu'on va appeler ici des tourism studies, parce que je vous parlais du monde anglo-saxon, et dans quelle mesure c'est un enjeu de lutte. Alors, pour faire cela, eh bien, il faut s'interroger sur, justement, les revues, par exemple, qui constituent ces segments de la recherche. Les revues qui constituent ce segment de la recherche, alors ceux qui sont en licence ou en master tourisme ont potentiellement entendu parler de ces revues, comme Annals of Tourism Research, comme Tourism Management, ou d'autres. Mais en tout cas, ces revues anglo-saxonnes, qui finalement sont des revues de Tourism Studies. Et ce qui est intéressant, là je fais une petite parenthèse, mais pour vous expliquer vraiment comment rentrer dans la mécanique de la science, une revue scientifique, c'est constitué d'un comité, bien évidemment, scientifique, un comité de rédaction, et c'est constitué aussi, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, d'évaluateurs. Quand on reçoit un article dans une revue scientifique, le comité de rédaction, le comité scientifique, va soumettre anonymement, ce qui est très important, l'article reçu à 2 ou 3 évaluateurs. C'est important de comprendre ça parce que vous voyez les effets que ça a. Imaginez, voilà, vous avez votre master, vous voulez en faire un article. Tout à fait probable, vous allez vous mettre une partie de votre master, parce que c'est trop long pour publier un article, vous allez mettre une partie de votre master sous la forme d'un article et l'envoyer à une revue. Bon, le comité de rédaction va dire, bon, bah, cet article, je vais l'envoyer à un tel, pour anonymement, sans votre nom, tout va être effacé, pour qu'il nous dise si oui ou non on peut la publier. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous imaginez bien que celui qui détermine qui évalue a un poids énorme sur l'évaluation déjà. Pouvoir dire, je vais orienter ce texte vers telle ou telle personne, c'est déjà avoir un élément important sur, finalement, l'espace dépensable. De même, la ligne qui est définie par un comité de rédaction, un comité scientifique, quand je dis la ligne, c'est la ligne éditoriale, eh bien, a un effet, bien évidemment, très important sur ce que vont être les productions scientifiques. Pourquoi? Parce que si vous voulez, par exemple, mademoiselle veut par exemple publier dans un journal sur le tourisme dans le monde anglo-saxon, eh bien, elle va devoir quand même quelque peu penser à ce qui est publié dans ce journal pour savoir si effectivement ce qu'elle a proposé correspondrait ou non. Et donc, vous voyez, ça a un effet sur le type de science qui est produit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien évidemment, si vous ne publiez pas dans des journaux scientifiques, bah, vous ne pouvez pas être légitimement reconnu scientifiquement. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Donc les journaux sont une partie très importante. Mais ce n'est pas les seuls. Les définitions des comités de thèse sont essentielles. Bien évidemment, les comités scientifiques pour les conférences ou les commissions de recrutement, ou encore les éditeurs de livres scientifiques. Tous ces éléments-là sont des institutions qui participent à définir le pensable et ce qu'on doit ou pas, entre guillemets, pouvoir travailler. Et donc du coup, c'est assez intéressant de se poser la question, parce que bien évidemment, il y a toujours des enjeux pour définir quelle orientation doit prendre la recherche.
Et ces enjeux sont des enjeux de but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, le tourisme, là-dedans, vous le savez, le tourisme, c'est une activité économique importante. Et donc, il donne lieu à de nombreuses formations, et notamment des formations professionnelles. Je crois que vous êtes un certain nombre ici à être en licence professionnelle, notamment. Et la question, c'est comment, finalement, et quel lien les chercheurs, qui peuvent aussi être des enseignants dans ces cours, on l'est tous, moi le premier, entretiennent des liens avec le secteur économique. Quel type de lien entretiennent les chercheurs avec le secteur économique? Comment le capital scientifique permet-il d'obtenir des ressources financières qui, en retour, permettent l'augmentation du capital scientifique? L'organisation de conférences internationales, la circulation à grande échelle des publications vont bien évidemment participer de la constitution des frontières du sous-champ. Et donc, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est justement les enjeux au niveau international des recompositions des disciplines autour de cette thématique du tourisme. Et pour cela, je vais vous présenter un certain nombre de méthodes et de résultats. Mais avant, j'aimerais afficher un dernier point sur ces enjeux, qui est l'importance de l'histoire et des traditions nationales en sciences sociales. Aujourd'hui, on le sait, la science s'est globalisée. Ceci dit, il faut toujours être nuancé là-dessus, parce que bon, les circulations internationales des savoirs ont toujours eu lieu, hein, voilà. Sauf que l'international n'avait pas forcément la même dimension et la même intensité. Mais voilà, je veux dire, au Moyen-Âge, il y avait de la circulation internationale aussi. Mais par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une très forte division sociale du travail, disciplinaire, eh bien, il faut ajouter qu'il y a aussi une structuration nationale. C'est intéressant, et c'est Johan L. Braun qui insiste sur cet aspect. Les sciences sociales, en tout cas, sont encore largement structurées nationalement. Et donc, pour comprendre finalement le jeu que les différentes sciences sociales ont avec l'international, eh bien, il faut s'interroger sur les modalités de circulation, d'import, export, de théorie, de concepts et de méthodes. Je vais juste vous donner deux exemples. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la French Theory. La French Theory, c'est en gros un certain nombre d'universités américaines qui ont importé des grands philosophes que vous connaissez, français, aux États-Unis. Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Et c'est intéressant parce que, si vous voulez, lorsqu'il y a un mouvement d'importation, c'est-à-dire un mouvement de sélection des écrits de certains auteurs, un mouvement de traduction, eh bien, il y a des choix qui s'opèrent, il y a des lectures qui s'opèrent. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Lorsqu'on importe, par exemple, des grands philosophes, là, dans un autre contexte national, eh bien, on va faire des choix, on va faire des lectures. Bien évidemment, la traduction elle-même, c'est un ensemble de choix, de sens qu'on va donner aux mots, etc. Mais même plus globalement, c'est la première chose à avoir en tête. Et deuxièmement, c'est bien évidemment quels sont les usages qu'ont fait ces auteurs. Typiquement, si on prend cette question, là, c'est François Cusset qui montre ça de manière particulièrement riche, eh bien, ces auteurs de la French Theory ont permis notamment de pouvoir recomposer un certain nombre de départements de littérature, de langue étrangère, dans les universités américaines, par justement l'importation de philosophes distinctifs dans l'espace américain. Et ça, c'est très intéressant, parce que bien évidemment, c'est toujours un jeu entre la façon dont on importe des choses et les usages qu'on peut en faire localement, pour le dire simplement. Donc la question se pose pour bien évidemment les questions de Tourism Studies. Typiquement, posez-vous la question, est-ce que dans vos études, vous avez beaucoup l'occasion de lire des journaux de Tourism Studies? Oui, non, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est intéressant de vous poser la question. Et si oui, quel type de lecture vous allez choisir parmi les Tourism Studies? Pour en faire quoi, typiquement? Si on reprend le cours du raisonnement, eh bien, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Prenons la revue principale du domaine dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle Annals of Tourism Research. Eh bien, j'ai fait un petit comptage assez intéressant. Si vous prenez juste les quelques grands noms, finalement, de la sociologie du XXe siècle, eh bien, dans Annals of Tourism Research, qui publie quand même depuis la fin des années 70, début des années 80, ça fait quand même un certain nombre d'années, eh bien, vous avez
Norbert Elias, qui est un grand sociologue, qui est cité uniquement 5 fois. Max Weber, qui est seulement cité 15 fois, pour être justement très, très large en matière de référence théorique. Garfinkel est cité 6 fois. Mais par contre, vous avez un auteur comme Goffman, un auteur américain interactionniste, pour ceux qui ont fait de la sociologie, vous savez, qui est cité 108 fois, et Foucault 83 fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut se poser la question de la sélectivité des grands référents de la sociologie dans cette revue. Est-ce que ça signifie que Weber, Garfinkel ou Elias n'ont rien proposé en matière théorique, en matière méthodologique, en matière d'approche des phénomènes sociaux pour penser le tourisme? Pas sûr. Je crois qu'on a pu démontrer le contraire dans un certain nombre d'ouvrages, notamment par rapport à Norbert Elias. Et donc, comment expliquer cette sélectivité? Alors, c'est un peu les questions qu'on va se poser ici. Et pour cela, il faut mettre véritablement une posture scientifique pour l'analyse de ce domaine. Qu'est-ce que ça veut dire mettre une posture scientifique pour l'analyse de ce domaine? Ça veut dire faire deux choses. Et vous pouvez les noter, parce que si vous voulez, en termes méthodologiques, ça vous sera utile, bien évidemment, pour vos travaux de licence et de mémoire. Donc, si vous voulez, la première chose à noter, c'est que se poser la question de qu'est-ce qui est considéré comme scientifique par les acteurs du domaine, qu'est-ce qui est considéré comme scientifique, c'est-à-dire quels sont les concepts, les théories et les méthodes qui sont considérés comme scientifiques. Première question. La deuxième, c'est de se demander en parallèle quels sont les acteurs du domaine. La science se fait avec des gens, des institutions, des conditions matérielles sur lesquelles il faut s'interroger. Et plus concrètement, ça veut dire quoi s'interroger sur les acteurs? Ça veut dire faire de la sociologie et donc se demander leur trajectoire. Quelle est leur trajectoire professionnelle, leur trajectoire scientifique? Comment ont-ils formés? Dans quelle discipline? Dans quel pays? Dans quelle tradition de pensée? Quelle position ils occupent aujourd'hui? Quelle position ils occupent aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, à la tête de département? Est-ce que ce sont des prix Nobel? Et comment justement les situer au sein des différentes disciplines, mais aussi au sein du champ scientifique de manière plus globale, des différents pays? Quelles sont leurs relations avec les autres chercheurs, avec les autres disciplines? Est-ce qu'ils travaillent avec d'autres chercheurs d'autres disciplines sur le tourisme? Est-ce qu'ils travaillent sur autre chose que le tourisme? Bref, vous voyez, il faut se poser un certain nombre de questions qui visent à s'intéresser sur comment se sont constitués des réseaux spécifiques sur les questions de tourisme. Comment se sont constitués des réseaux scientifiques spécifiques sur les questions de tourisme dans cet univers anglo-saxon. Alors pour cela, justement, on utilise des méthodes, et on peut en utiliser plusieurs, mais je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui. On utilise des méthodes, et notamment des méthodes statistiques, et je vais vous présenter justement la façon dont on peut se servir des outils statistiques de bibliométrie, de réseau et de bibliométrie. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le tourisme semble être particulièrement hétérogène. Et donc, effectivement, s'interroger en matière sous forme de réseau, comme ça prend forme, ça peut sembler pertinent. Et c'est ce qui est fait dans les revues que je vous ai mentionnées tout à l'heure, que ce soit Annals of Tourism Research, etc. Vous trouverez un certain nombre d'articles qui font des analyses de réseaux. Alors, des réseaux qui peuvent être de différents ordres, des réseaux interindividuels. C'est quoi un réseau interindividuel? C'est la question assez basique, mais très pertinente, qui est de se dire qui travaille avec qui? Voilà. Qui est en lien avec qui? Pour quel type d'activité? Donc ça, c'est une première façon de faire, c'est d'essayer de définir ce qu'il en est. On peut le faire au niveau institutionnel. Quelle université, quel laboratoire travaille avec qui? Voilà, à Toulouse, travailler avec Taylor en Malaisie. Bon, voilà, c'est une partie de votre réseau institutionnel. Et on peut le faire d'une autre manière, qui est effectivement ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire le réseau bibliométrique. Et là, l'idée, c'est de se demander finalement, à travers une étude statistique, qui cite qui. Dans un article scientifique, vous avez toujours des références d'autres auteurs. Si vous voulez construire une approche scientifique, vous devez bien évidemment vous référer à d'autres auteurs, et donc quand on se réfère, on les cite.
Pourquoi? Parce que d'une part, personne ne réinvente la poudre à chaque fois qu'il écrit un article, donc il y a, si vous voulez, une histoire scientifique dont il est bien évidemment essentiel et impératif de prendre en compte, mais parce que bien évidemment la science est dynamique et discute des travaux qui ont pu avoir lieu par rapport aux propres travaux qui sont proposés. Donc bien évidemment, et vous le voyez lorsque vous lisez un article scientifique, il y a de nombreuses références à d'autres publications scientifiques. Mais si vous suivez le raisonnement, ces références, elles sont choisies, elles sont sélectives. Et donc, qui va choisir de citer qui? Finalement, c'est bien la question qu'on peut se poser. Pourquoi citer tel auteur plutôt que tel autre? Bon. Alors ça, on va pouvoir se poser un certain nombre de questions. Et du coup, une fois qu'on s'est posé ce genre de questions, on va même pouvoir aller plus loin. On va pouvoir se demander, finalement, est-ce qu'il y a des auteurs qui sont plus cités que d'autres? Est-ce qu'il y a des auteurs que tout le monde cite? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, si un auteur est cité par tout le monde? Est-ce que ça veut dire qu'il est super important? Oui, mais sous quel rapport? S'il est cité pour être critiqué, est-ce que ça a la même valeur que s'il est cité pour la pertinence de ses analyses? C'est un certain nombre de questions qu'on va pouvoir se poser. Alors, je vais vous montrer ça avec quelques éléments, quelques graphiques. Alors, avant de vous montrer les graphiques et de rentrer dedans, pourquoi c'est important de le faire, en fait? Pourquoi c'est important de faire la genèse de ces Tourism Studies? C'est important parce que, d'une part, on l'a dit, le tourisme est un ensemble de marchés et qu'il entretient donc, à cet égard, des relations intéressantes avec le milieu universitaire. Dans quelle mesure, effectivement, on peut étudier dans le monde anglo-saxon les circulations entre la science et le marché? C'est bien l'enjeu. Quand vous avez un secteur économique qui, finalement, est constitué comme objet scientifique, quels sont les rapports qu'entretiennent les deux, c'est-à-dire entre champ économique et champ scientifique? Comment ça marche? Donc c'est une première raison pour s'intéresser à cela. La deuxième raison, c'est que c'est un laboratoire particulièrement riche pour comprendre les recompositions des disciplines dans le monde anglo-saxon. Là, je ne vous ai pas dit anthropologie du tourisme ou sociologie du tourisme, je vous ai parlé de studies, tourism studies. Qu'est-ce que ça veut dire les studies? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un certain nombre de mouvements, principalement dans les universités américaines, mais aussi britanniques et puis australiennes à un moment, qui ont recomposé les disciplines pour parler de cultural studies, gender studies, black studies, hospitality studies, tourism studies. Et donc, ces différentes studies, elles ont été composées à partir de disciplines, en partie, que ce soit la littérature, l'anthropologie, les sciences sociales, etc. Mais elles refusent d'être cataloguées comme une discipline en soi. Elles veulent dépasser justement les clivages disciplinaires et faire soit effectivement une approche qui se veut transdisciplinaire pour justement aller au-delà donc des limites de chaque discipline. Et vous le voyez souvent pour aborder finalement une thématique. D'accord? Bon. Donc c'est intéressant parce que chaque studies a une histoire particulière qui est totalement différente. Juste pour dire un mot sur les cultural studies, les cultural studies partent aussi d'un mouvement de contestation politique. Qu'en est-il alors si on parle des tourism studies? Est-ce que c'est un mouvement de contestation politique qui donne lieu à ça? Si oui, de quel ordre est-il? Ou est-ce que c'est finalement les évolutions, comme on le disait tout à l'heure, des interactions entre le marché et le monde académique? Alors, du coup, une fois qu'on a posé la question, oui, si on veut faire vraiment aborder cette question de manière scientifique, il faut se demander comment faire la genèse des tourism studies. Pour savoir comment faire, eh bien, il faut s'interroger sur justement la façon d'appréhender ces studies. Et une des façons d'appréhender, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de regarder justement les revues. Pourquoi les revues? Parce que les revues sont, si vous voulez, une institution parmi d'autres, il ne faut pas faire que ça, mais en tout cas c'est une institution parmi d'autres
qui nous donne, si vous voulez, des repères sur l'émergence justement d'un domaine de recherche. Concrètement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les premières revues spécialisées sur le tourisme, ça va être Tourism Management et Annals of Tourism Research, qui sortent début des années 80 toutes les deux, d'abord Annals, ensuite Tourism Management, et qui vont donner lieu au jour d'aujourd'hui à une pléthore de revues spécialisées sur le tourisme dans le monde anglo-saxon. Comment en est-on arrivé là? Quelle était à l'origine l'idée de constituer une revue spécialisée sur le tourisme à vocation scientifique? Pourquoi faire une revue spécialisée sur le tourisme à vocation scientifique? Pourquoi ne pas faire, je vais être un peu provocateur, pourquoi ne pas faire une revue scientifique spécialisée sur le bouchon de bouteille d'eau? Pourquoi ne pas faire une revue scientifique spécialisée sur le crayon vert? Vous voyez? Pourquoi finalement ce thème du tourisme, dont je suis sûr que si on faisait une petite interrogation écrite, on aurait des définitions assez variées, ici dans l'amphi, pourquoi à un moment donné dans l'histoire, il va y avoir justement l'émergence de cette revue, et pas que l'émergence de cette revue par quelqu'un qui aurait eu envie de se faire sa petite revue dans son coin, c'est-à-dire l'émergence d'une revue scientifique qui dure depuis 40 ans et qui donc va constituer un domaine de recherche autour de cet objet. Comment se fait-il que ça ait pu arriver finalement? Et ça, c'est des vraies questions à se poser, parce que si vous voulez réfléchir justement sur les dynamiques qui existent dans les productions scientifiques, eh bien il faut bien s'interroger sur justement l'avènement de nouveaux segments de la recherche et surtout la façon dont cette recherche est menée et comment est-ce qu'elle est construite, institutionnellement, cognitivement, et à quel public elle s'adresse. Alors pour faire cela, bien évidemment, il faut faire plusieurs choses, et vous pourrez retrouver, si vous voulez creuser dans quelques publications que j'ai faites, les détails des analyses qui peuvent être menées. Et notamment, il faudrait s'intéresser sur les liens institutionnels et refaire l'histoire des institutions, concrètement. Mais disons qu'aujourd'hui, on va se limiter à une analyse bibliométrique des principales revues donc, de ce domaine. Alors qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas, une analyse bibliométrique? Une analyse bibliométrique, ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de savoir qui est cité et où est-ce que les auteurs sont cités. Pour faire simple et très court et réducteur, dans la science, être cité, c'est exister. Dans le domaine scientifique, être cité, c'est exister. Si vous n'êtes pas cité, vous n'existez pas. C'est simple. Vous voyez ? Je fais de manière un peu caricaturale et provocatrice, mais quand vous imaginez que finalement, seules quelques personnes, quelques poignées de chercheurs sont extrêmement cités, alors que la majorité des chercheurs sont très peu cités, vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. C'est une première chose. Comment finalement un auteur arrive-t-il à être plus cité que les autres? Alors vous allez me dire, oui, c'est parce qu'il est plus brillant, c'est un génie, et les autres, bof. Oui, bien évidemment, il y a la question de l'innovation, du savoir, bien sûr, le contenu est important. Mais il y a aussi d'autres processus qui sont aussi importants à savoir, parce que bien évidemment, la question c'est de savoir non seulement d'être cité, mais par qui et dans quel support. Et oui, si vous avez produit votre propre revue et que vous êtes beaucoup cité dans la revue que vous avez produite, ça a un petit peu moins de légitimité scientifique que si bien évidemment vous êtes cité dans une revue dont vous ne faites pas partie, qui est reconnue internationalement par une diversité de chercheurs dans le monde, pour le dire de manière aussi très simple et caricaturale. Et puis, ce que ça ne fait pas, par contre, la bibliométrie, c'est nous dire, finalement, le contenu des citations. C'est-à-dire, on est cité dans quel sens, pour en dire quoi? Si vous êtes cité pour à chaque fois prendre l'exemple du vilain petit canard et dire cet auteur, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, surtout ne faites pas ça, alors vous êtes beaucoup cité, mais je ne suis pas sûr qu'en termes de légitimité scientifique, ce soit important. Alors bien évidemment, ce qui est important quand même à avoir en tête, c'est que cet argument est comment dirais-je, contenu par le fait que les analyses bibliométriques portent
sur des milliers de co-citations. Et du coup, si vous voulez, ce que je vous dis là sur l'effet petit canard, vilain petit canard, ça ne marche pas vraiment. Parce que vous n'allez pas avoir des milliers de co-citants qui vont tous prendre le même contre-exemple. D'accord? Donc ça ne marche pas vraiment. Et puis surtout, ce qui est important quand même aussi à avoir en tête, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, être cité, c'est exister. Mais ça veut dire que quand on est cité, on est au centre des débats scientifiques. Et oui, les auteurs qui sont les plus cités sont souvent les auteurs qui suscitent potentiellement la polémique, mais du coup ils font partie prenante du champ scientifique. Et ils participent justement au débat scientifique, pleinement. Et donc ça c'est vraiment un outil très intéressant pour savoir justement, finalement, quels sont, je dirais, les auteurs et les thématiques, bien évidemment, dominantes. Alors, pour faire cela, donc, je vais vous présenter en 2 temps. La première, ça va être de se demander où se situent les sociologues et les anthropologues dans les Tourism Studies. Quand je dis où se situent, ça veut dire, alors là, ça veut dire que, bien évidemment, comment est-ce que finalement, ils ont des liens, justement, de co-citation qui sont soit rattachés à leur discipline, soit rattachés à des instituts, soit rattachés justement à d'autres disciplines, c'est ce qu'on va voir. La première chose à avoir en tête, c'est que les recherches sur le tourisme, déjà, en tout cas les recherches qui commencent à vraiment se développer, sont quand même relativement récentes. Quand je dis récentes, c'est à partir des années 70, vous allez avoir un certain nombre d'anthropologues, justement géographes, économistes, qui vont vraiment commencer à travailler sur ce phénomène. Bon. Donc c'est pas étonnant qu'on ne trouve pas autre chose à voir. La méthode, juste pour vous dire un mot, c'est une méthode qui est éprouvée de manière assez récurrente, hein, c'est notamment ce que fait Yves Gingras avec la chaire d'histoire des sciences au Québec. C'est une méthode de réseau qui porte sur le Social Science Citation Index. Social Science Citation Index, et c'est donc l'utilisation d'un logiciel qui permet de traiter des milliers et des milliers de co-citations sur un panel de revues. Alors venons-en donc à cette analyse du Web of Science et les co-citations des auteurs dans l'ensemble des revues sur sociales. Je vous l'ai dit, il faut vraiment considérer les citations comme un indicateur de visibilité scientifique, pour comprendre. Alors, je vais vous présenter les 3 graphiques. Alors, vous voyez, ça ressemble à ça, un réseau bibliométrique. Bon, on va le voir sur 3 périodes. Alors, c'est très difficile de lire, donc je vais vous aider. La première chose, c'est que sur cette première période, donc qui va de 1980 à 1991, souvenez-vous, je vous ai dit, c'est l'émergence de la revue Annales, c'est le siècle revue, donc c'est la période de construction. Et donc, on voit que la proportion, alors comment ça se dit, plus le point est gros, plus vous êtes cité, co-cité. Donc en gros, dans le champ, ça c'est toutes les relations, tous les gens qui citent, vous voyez, tous les petits traits, c'est les gens qui se co-citent. Hop, vous citez machin, il cite machin, et hop, voilà. Donc vous voyez comment se constitue un domaine en fait avec ça. Et vous voyez, en bas à droite, il y a des gens qui sont dans leur petit coin. Hein, eux, ils se citent entre eux, mais ils ne citent pas les autres de la grosse toile d'araignée. Donc ça veut dire qu'eux, quelle position ils occupent, on ne sait pas. Si on reprend un peu plus en détail, vous voyez, il y a des gros points rouges. Ces gros points rouges, c'est les auteurs qui sont le plus cités dans les années 80 et 90. Et c'est classiquement les auteurs qui ont produit les premières grosses enquêtes sur le tourisme. C'est Dean McCannell, qui a fait The Tourist. C'est bien évidemment Nelson Grammer, ou encore Valen Smith, ou Eric Cohen, qui sont encore, au jour d'aujourd'hui, des gens très cités, invités un peu partout sur la planète. Voilà, Nelson Grammer sera dans le prochain colloque au Japon sur les Critical Studies. Voilà, il circule beaucoup, Eric Cohen aussi, etc. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est des gens qui vont être un peu fondateurs. Alors là-dedans, vous avez effectivement des anthropologues et un sociologue, Eric Cohen, et donc vous voyez qu'ils sont centraux. Il y a d'autres auteurs qui sont quand même intéressants, parce que même s'ils ont des points multis, c'est parce qu'ils ont occupé des positions un petit peu pionnières aussi, mais par contre, eux, ils n'ont pas été énormément co-cités. Typiquement Burstein ou Graham, qui vont avoir fait des écrits aussi assez pionniers, mais finalement, pour ne pas trouver un écho extraordinaire. Et là, on le voit très clairement. Ils ne sont pas dans le centre.
Si vous regardez un petit peu différemment, vous voyez quels sont les auteurs de référence pour ces gens-là. Si vous regardez un tout petit peu au milieu, là, vous allez voir par exemple qu'il y a Erving Goffman. Erving Goffman, c'est un sociologue américain très connu, qui est beaucoup cité par Dean McCannell. Donc bien évidemment, vous allez le retrouver dans l'espace des citations. L'inverse n'est pas vrai, monsieur. D'accord ? Donc vous avez des liens qui sont uniques. Ça, c'est le premier point. Regardez les deux autres aspects. Vous avez à droite, en haut à droite, Jafari et Pisane. Jafar Jafari, on en reviendra peut-être un mot tout à l'heure, c'est le fondateur de la revue Annals of Tourist Research. D'accord ? C'est un entrepreneur académique, qui n'est pas un chercheur qui a fait beaucoup de publications, mais qui a beaucoup œuvré pour institutionnaliser le segment. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup cité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de références scientifiques. C'est plus quelqu'un qui est du côté du pouvoir, du capital temporel, dont je vous ai parlé, que du capital scientifique. Et enfin, on va voir après comment ça évolue, mais vous avez en bas à droite quelqu'un qui s'appelle John Urey, qui est au centre d'un petit réseau à cette époque, des années 80. C'est surtout la fin de la période en fait, qui fait apparaître John Urey, et qui à l'époque, voilà, n'entretiennent pas vraiment le lien avec les autres. Regardons comment ça évolue. 92, 2002. Alors là, la toile d'araignée prend une autre forme. Le gros point rouge que vous avez là, c'est John Urey. Vous voyez, John Urey, c'est-à-dire celui qui était petit et isolé dans le coin en bas à droite, là devient une référence centrale, et vous voyez qu'il y a des liens entre les deux réseaux qui existaient avant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la publication de The Tourist Gaze, donc en 91, qui va justement être un tournant, en tout cas une référence pendant un moment dans les tourism studies. On reviendra sur la trajectoire de John Urey qui est assez intéressante là-dedans. Et vous avez toujours les autres, sinon McCannell, Graburn, Cohen, Smith, les autres points rouges, vous avez Brunner que j'ai rajouté ici, qui ont des points plus petits relativement à celui que prend Urey. Dernière période pour ces sociologues, alors là vous voyez c'est encore tout petit, on voit encore moins, mais Urey est là, en rouge, toujours en rouge, mais vous voyez là pour vous, il est énormément cité. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que en bas à gauche, vous avez les anthropologues et les sociologues du tourisme. McCannell, tout ça, ils sont là en bas à gauche. Et ils sont tout petits maintenant. Ils sont devenus vraiment tout petits en termes de citation. Pourquoi? Eh bien parce que Urey, et on le verra, va être un des rares sociologues ayant travaillé sur le tourisme qui sera cité en dehors de ceux qui travaillent sur le tourisme. C'est pour ça que vous avez énormément de citations. C'est-à-dire que ce qu'il a fait sur le tourisme, avec le Tourist Gaze, va intéresser d'autres segments de la recherche que juste le segment que vous avez en bas à gauche, qui est le segment largement concentré de chercheurs sur le tourisme. Comme ça, parce que du coup, vous voyez qu'il y a deux possibilités quand même. On y reviendra si on a le temps dans les trajectoires. Mais vous avez une trajectoire d'un chercheur qui s'intéresse, qui prend pour objet le tourisme, mais qui finalement propose une analyse de sociologie, qui peut intéresser finalement bien au-delà de ceux qui s'intéressent au tourisme. Et vous avez des chercheurs qui sont beaucoup plus spécifiques en s'intéressant au tourisme, j'allais dire presque pour le tourisme, même si c'est un peu dur pour certains d'entre eux, mais qui en tout cas ont une portée beaucoup moins importante, et on le voit bien ici dans les termes de co-citation. Dernier point là-dessus, en haut à gauche, vous avez quelqu'un qui s'appelle John Tribe, et c'est intéressant parce que justement il apparaît dans l'analyse des co-citations à un moment bien particulier, puisque c'est lui qui va reprendre la revue Annals of Tourist Research. Et donc il apparaît au moment où il reprend la revue. C'était une petite anecdote, mais vous allez voir pour vous revenir, c'est assez intéressant. Donc ça c'était pour les sociologues et les anthropologues dans l'espace des co-citations. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que si on veut comprendre comment se constituent les sciences humaines du tourisme, il faut les insérer plus globalement dans l'ensemble des sciences qui traitent du tourisme. Et donc c'est pour cela qu'il s'agit de situer les sciences humaines et sociales par rapport notamment aux sciences du management. Alors j'ai élargi les analyses en m'intéressant donc non seulement à un panel de revues, donc toujours un peu le même panel de revues, les 14 revues centrales du domaine, mais en essayant aussi d'y introduire finalement les membres de l'International Academy for the Study of Tourism,
qui ont l'avantage, entre guillemets, d'être réunis par cooptation, et donc qui sont censés être les chercheurs les plus reconnus travaillant sur le tourisme. Je vous passe les détails de cette institution, mais c'est intéressant de voir que à l'intérieur de cette institution, il y a eu un changement entre, je cite Denison Nash, entre 98 et 99, au sein de l'IATS, les géographes sont les plus représentés, les sociologues arrivent en 3e position, les anthropologues en 5e position, en 98. Les chercheurs en business, au sens large, qui regroupe à la fois stratégie, marketing, management, donc différentes sciences de gestion, on dirait en français, bon, qu'il faut étudier, sont à peine représentés. A l'inverse, dès 2002, les chercheurs en marketing management sont les plus représentés, suivis de géographie, sociologie, anthropologie. Et cette situation ne fait que se renforcer depuis. Du coup, c'est intéressant parce que l'analyse de ce second corpus d'auteurs va montrer deux choses. On va le voir ici. Vous voyez, ça c'est la première période. C'est les mêmes périodes, depuis les années 80, etc. Alors là, vous voyez, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de points parce qu'on a élargi la focale. C'est logique, il y en a plus. Mais là, regardez, dans la première période, finalement, il n'y a pas énormément de différence avec ce qu'on avait vu comme première analyse. On a toujours comme points centraux et dominants McCannell, Smith, Cohen, voilà, Pierce, Turner, Gravure, qui sont toujours dans le centre ici et qui ont un genre. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que dans un premier temps, souvenez-vous qui sont ces gens, les sociologues et les anthropologues du tourisme restent centraux. Vous voyez, on les voit bien, hein, ils sont centraux dans l'analyse. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même à l'origine de la construction du domaine. Deuxième période, donc là on est dans les années 2000, attendez, je ne sais plus si c'est 2000. Ouais, on va être dans les années 2000. Non, on va être dans les années 90, excusez-moi, parce que c'est la deuxième période. Là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a des couleurs différentes. Alors, les couleurs différentes, c'est pas juste pour réveiller les étudiants qui dorment, ça a un usage, si vous voulez. Un petit usage, ça permet de définir des communautés. Ça permet de définir des communautés. Ça veut dire quoi, des communautés? Ça veut dire que vous allez avoir votre communauté rouge, c'est celle finalement ici, qu'on avait vue dans les analyses précédentes sur les anthropologues et les sociologues. Vous avez Cohen, McCannell, Urey, donc on va dire communauté de sciences sociales. Hein. Et vous voyez qu'ils entretiennent des liens entre eux, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'autres communautés qui apparaissent. Typiquement, la communauté en jaune clair, ça va être une branche de l'économie, de la gestion, avec Ryan, Pizam, etc. Donc ça va être intéressant parce que eux, d'abord, ils se citent beaucoup entre eux. Et donc, vous allez avoir une communauté ici, une communauté en bleu aussi, qui va être un autre pôle des sciences sociales, notamment il va y avoir la psychologie, et il y aura une autre communauté qui va être autour des géographes gestionnaires, avec Michael Hall, dont on va revenir là. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette période, les différentes communautés de business studies, on va dire, et de social science studies restent relativement autonomes, ils entretiennent des liens entre eux, mais vous voyez, ce n'est pas des liens très, très denses. Et surtout, on voit le poids des auteurs, et vous avez toujours un poids central pour un sociologue comme Cohen, par exemple. Qui est intéressant parce que justement, il est cité non seulement par la communauté des sociologues et des anthropologues, mais aussi par la communauté gestionnaire et business. Ce qui est intéressant sur les contenus de la sociologie. Sur ce qu'on peut en faire. Dernière période, alors là, vous voyez, ça change complètement, et c'est très intéressant parce que là, vous voyez, si vous cherchez vos auteurs, McCannell, Urey, Cohen, ils existent bien toujours, mais là, du coup, on a une grosse communauté de même couleur qui va donc mêler les sciences sociales et les sciences du management. C'est-à-dire qu'il va y avoir une intensification des co-citations entre sciences sociales et sciences du management dans les mêmes revues. Et donc, si vous voulez, c'est très intéressant parce que ça signifie qu'il y a une recomposition, bien évidemment, qui s'opère autour de ces questions de studies. Si vous citez ou si vous êtes cité par d'autres disciplines que la vôtre, ça veut dire que vous allez aussi travailler vos objets différemment. Ça veut dire que vous allez aussi mobiliser un certain nombre de concepts, de théories, d'enquêtes, etc. Dans quel sens ça s'opère on ne le sait pas, mais on a quand même
un certain nombre d'indices qui nous le montrent, ça s'opère ici, bien évidemment, plutôt au profit des sciences du management. Pourquoi? Parce que quantitativement, c'est ce que vous allez retrouver en termes de référence, alors que vous voyez, les sociologues dominants, type McCannell depuis les années 80, deviennent beaucoup plus marginalisés ici, alors, ils sont à droite, et même des gens comme Uri ou Cohen sont dépassés par des gens comme Ryan ou Hall. Alors qui sont ces deux Ryan et Hall, qui sont finalement les personnes les plus citées de cette dernière vague? Comment on fait pour passer de... Vous voyez, là, regardez où ils sont. Hall, il est là. Vous voyez, Hall, il est là. Et Ryan, il est là. Pour l'instant, ils ne sont pas très gros. Et là, alors, je vous mets au défi de trouver Hall et Ryan. On a un problème à Ryan, c'est plus compliqué. Voilà. Donc là, c'est les nouveaux enfants, ils rentrent. Et là, hop, on peut dire qu'ils dominent le champ de concitation. Comment on passe de l'un à l'autre? Des idées dans la salle? Comment on devient de ça à ça? Non? Personne n'a une idée? Finalement, c'est intéressant parce que si vous voulez devenir chercheur, vous pouvez réfléchir à quelle stratégie vous devez mettre en place si vous voulez être dans le centre des cocitations. C'est pas anodin du tout ce que je vous dis là. Vous allez comprendre. Ces auteurs, on va voir quelques trajectoires justement de ces auteurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs vont avoir des trajectoires particulières. Je vais vous parler de ces deux-là, puisqu'après on va échanger, on va faire du débat. Donc si on prend Michael Hall, eh bien on a, si vous voulez, quelqu'un qui va d'abord travailler en géographie, qui va faire une thèse de géographie, puis qui petit à petit, au jour d'aujourd'hui, va parler donc plutôt de tourism studies, professeur en tourism studies. Donc déjà on passe de la question de la question de la géographie à la tourism studies. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez 3 éléments minimum pour pouvoir devenir le champion des cocitations. Le premier, c'est faire partie d'un comité de rédaction d'une revue centrale dans le domaine. Et si possible, de faire partie de plusieurs comités de rédaction. Ce qui est le cas pour Ryan, qui est donc à la tête de Tourism Management, la 2e revue. Et ce qui est le cas, bien sûr, pour Hall, qui siège dans, je ne sais plus exactement, j'ai plus les chiffres, mais dans plusieurs comités de rédaction. Première chose. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez aussi une chose à avoir en tête, c'est que dans les revues anglo-saxonnes, il y a un impératif de review. C'est-à-dire quoi l'impératif de review? Ça veut dire qu'à chaque début d'article, vous verrez, c'est particulièrement typique et très, très structuré dans les revues en question, vous devez faire une espèce de synthèse des auteurs qui ont parlé de votre sujet. Et c'est une revue impérative, sinon l'article est rejeté. C'est-à-dire que vous devez, typiquement, vous avez travaillé, je ne sais pas, sur le tourisme durable, eh bien vous devez mentionner les différents auteurs qui ont travaillé sur le tourisme durable. Vous pouvez en dire du bien, du mal, ou en tout cas, vous ne pouvez pas les ignorer. Et ça se comprend, parce que c'est la logique de cumulativité de la science. Ça se caractérise comme ça. Pour être cumulatif, la science se doit de justement montrer que quand vous avez fait une nouvelle recherche, vous avez lu tout ce qui était fait sur ce domaine et vous devez le montrer les clients. Bon, ça c'est très bien sur le principe, on est bien d'accord. Sauf que bien évidemment ça peut avoir un effet pervers. L'effet pervers, c'est que quand vous avez des auteurs qui ont écrit sur beaucoup de sujets et qui sont justement à la base de l'évaluation, ils peuvent soit directement rappeler le fait qu'eux ne sont pas cités dans l'article et qu'il faudrait donc introduire leur nom, ou le faire par les évaluateurs en question. Alors ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un processus cynique, attention, ni stratégique, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous avez effectivement la possibilité, je dirais, de valider, de travailler sur ces reviews, vous avez aussi la possibilité d'en étudier les limites et surtout d'étudier l'espace dépensable des auteurs à citer. D'accord ?
Donc, concrètement, plus vous publiez, plus vous allez être cité, plus vous allez publier, etc. etc. Il peut s'enclencher, si vous voulez, un cycle vertueux de production qui se fait de cette façon-là. Et vous allez me dire, mais oui, mais comment font-ils pour publier autant? Parce que là, les auteurs dont je vous parle, notamment eux, c'est des gens qui publient, je ne sais plus combien, une centaine d'articles et 60, 70 livres. Ah oui, alors voilà. Alors 65 livres, 165 articles, 310 chapitres de livres. Vous voyez, c'est quand même important pour les écrire. Hein, bon, on sait bien qu'il y a des gens qui sont surhumains, mais quand même, il faut quand même les écrire. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que c'est aussi 28 comités éditoriaux, etc., etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez un deuxième phénomène dans le monde anglo-saxon, qui est aussi présent dans le monde français, dans une moindre mesure, qui est les publications collectives. Vous faites des travaux, vous accompagnez des doctorants, des post-doctorants, vous travaillez avec des collègues, vous allez publier un article collectif où vous allez être soit en premier, donc ça veut dire que vous êtes le premier auteur, soit en deuxième, soit en troisième, soit en quatrième. Et là, bien évidemment, vous pouvez publier plus si vous travaillez collectivement. C'est logique. Si vous avez effectivement un travail avec une équipe de recherche, vous pouvez mettre votre nom sur un certain nombre de publications parce que vous y participez, bien évidemment, mais bien évidemment, ça va accroître votre potentialité d'être cité sur une diversité de sujets. Donc ça, c'est le deuxième effet. Le deuxième effet, c'est effectivement la capacité à être au centre d'un réseau, d'une équipe de recherche pour pouvoir publier en collectif et donc multiplier les chances d'être cité. Le troisième effet qui est concomitant, c'est bien évidemment comment on constitue cette équipe de recherche. Tout est lié. Plus vous êtes cité, plus vous allez avoir la chance d'avoir des fonds de recherche, avec des projets de recherche, et donc des moyens de recherche, et donc produire des équipes de recherche qui vont vous permettre de plus citer. Donc si vous voulez, les trois choses sont très importantes. Il y a bien évidemment la production scientifique en elle-même, le contenu, le savoir qui est tout à fait légitime. Je ne suis pas du tout en train de légitimer ce qui est écrit, ce n'est pas la question. Mais à cela s'ajoutent des effets qui peuvent produire soit des cercles vertueux, soit des cercles vicieux, en quelque sorte. Si vous travaillez sur certaines thématiques qui peuvent être plus marginales, vous n'allez pas forcément pouvoir engendrer des contrats de recherche qui vont être définis de manière par des politiques publiques ou par des entreprises. Donc il faut avoir justement quand même une certaine orientation de recherche pour pouvoir avoir ces contrats. Et vous n'allez pas pouvoir financer des équipes de recherche et donc démultiplier les publications et donc démultiplier votre présence dans les institutions qui comptent au niveau de la recherche, que sont notamment les revues, les comités scientifiques, etc. Donc vous voyez, c'est très intéressant de comprendre les mécanismes concrets en fait, de production, indépendamment du contenu. Je répète là-dessus, je ne parle pas du tout du contenu, de ce qu'ont écrit les collègues, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je vous parle qu'il y a des mécanismes qui permettent d'expliquer aussi, en plus, au-delà de la qualité des travaux, des effets, si vous voulez, cumulatifs. Voilà. Et c'est très important de les avoir en tête parce que, bien évidemment, ces effets cumulatifs sont à la jonction de ce qu'on vous disait tout à l'heure, du lien entre le capital scientifique, qui est la légitimité du contenu par les pairs, et du pouvoir temporel, qui est la capacité à avoir des moyens financiers et économiques pour pouvoir développer des programmes de recherche. Et là, vous voyez comment s'articulent les deux. Vous voyez ? Comment est-ce que finalement le fait d'avoir une production scientifique permet aussi ou non d'acquérir des moyens. Mais tout l'enjeu ici, vous l'avez compris, c'est quelle est la production scientifique qui permet de faire ça. Quelles sont les thématiques, quels sont les angles d'approche qui permettent de faire ça. Pourquoi finalement notre collègue, qui était géographe, va devenir professeur en Tourism Studies. Pourquoi finalement? Qu'est-ce que ça a apporté? On peut émettre plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que justement, parler de Tourism Studies et non pas de géographie, ouvre des portes dans un certain nombre de segments, et notamment dans le financement de la recherche, puisque ça recompose les définitions et les frontières du champ. Donc ça permet, si vous voulez, de reproduire une nouvelle forme de légitimation au sein d'un sous-segment. Pour le dire simplement, il n'est pas sûr que tous les articles portant sur le tourisme ayant une approche strictement sociologique, strictement anthropologique,
soient les bienvenus dans les revues de Tourism Studies. Voilà. C'est très intéressant de savoir ça. Pourquoi? Parce que potentiellement l'idée ici est justement de dépasser les clivages disciplinaires, et donc de pouvoir avoir une approche qui peut être trans ou pluridisciplinaire. Alors faisons une parenthèse ici. La pluridisciplinarité, c'est très important, on la pratique tous en tant que chercheurs, mais le danger d'une pluridisciplinarité non contrôlée, c'est de partir de bases disciplinaires qui ne sont pas solides. Et ça, c'est toujours le risque, c'est un des risques qu'on voit poindre dans les publications, notamment des Tourism Studies, c'est que vous avez finalement une sorte de pluridisciplinarité molle, de sciences sociales consensuelles, qui ne repose pas sur des bases scientifiques disciplinaires solides. Si vous voulez dialoguer avec d'autres disciplines, et vous allez me dire ça va de soi, il faut déjà être bien assuré chez soi. Il faut déjà être sûr de savoir véritablement comment être reconnu en sociologie, en anthropologie, etc., par les pairs. Et le risque qu'il y a avec la recomposition sous forme de studies en ce qui concerne le tourisme, c'est de faire de l'objet une science. C'est bien ça le problème. Faire de l'objet une science, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que le tourisme peut être une science en soi. On peut faire une science du tourisme. Certains s'y sont essayés d'ailleurs en France, en parlant de tourismologie, avec peu de succès. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Pourquoi peu de succès et pourquoi ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt? Vous avez une idée? Pourquoi vous n'entendez pas parler de tourismologie? Pourquoi vous faites de la tourismologie? Comment? Bah, c'est surtout ce que j'essayais de vous dire, c'est-à-dire que dans ce cas-là, pourquoi on ne ferait pas une gobletologie? Pourquoi vous ne feriez pas une montrologie? Si vous voulez, le problème de vouloir faire ça, c'est souvent le problème de confondre un objet de recherche, le tourisme, vous avez des choses qui peuvent être intéressantes, avec la science elle-même, l'approche scientifique. Et ça, c'est les grands risques qu'il y a, c'est-à-dire que le risque, c'est clairement un relâchement de la scientificité de l'approche. Quand je dis scientificité, c'est clairement ce que je vous ai mentionné tout à l'heure avec Bachelard. Les faits scientifiques sont conquis sur les préjugés, les notions, construits par la raison et vérifiés empiriquement. Là, souvent, il manque une petite étape là-dedans, notamment la construction par la raison et la vérification méthodique dans les faits. Donc, ces formes de relâchement, pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes à étudier? Parce que, bien évidemment, elles permettent d'acquérir des positions dans l'espace scientifique. Créer sa propre position dans l'espace scientifique, c'est recomposer les critères de légitimité. C'est dire, si vous voulez travailler dans les revues, il faut que vous ayez ces formes-là. Si vous voulez publier dans l'Annales Sociologiques Research ou dans d'autres revues, il faut que vous répondiez à ces critères-là. Et donc, du coup, vous avez un sous-champ qui est relativement autonome, qui définit ses propres règles, d'accord? Mais qui pose des questions. Quel savoir est produit? Et donc, c'est la dernière question. À qui s'adressent les Tourism Studies? Qui lit, en fait, les revues Tourism Studies? C'est évident, je n'ai pas de réponse définitive, mais bien évidemment, les chercheurs eux-mêmes, les Tourism Studies, ou les sociologues qui font une analyse sur les Tourism Studies, bon, voilà. Et bien évidemment aussi, certainement, un certain nombre d'étudiants. Et là, c'est très intéressant parce que du coup, il faut se poser la question des transformations de l'université dans le monde anglo-saxon. Il y a un certain nombre de travaux qui montrent que, par exemple, en Grande-Bretagne, beaucoup de départements de géographie ont à un moment donné décidé de ne plus s'appeler département de géographie, mais de s'appeler département de tourisme. Pourquoi? Tout simplement parce que la géographie, ça ne donne pas de métier direct, et que le tourisme, ça en donne. Et donc on a un mouvement, si vous voulez, lié, qui est un mouvement très intéressant, qu'on a aussi en France dans une moindre mesure, mais en tout cas un mouvement très intéressant qui est de répondre aux besoins de formation professionnelle
Et donc, bien évidemment, on va produire des départements thématiques de secteurs d'activité pour que les étudiants aient une formation au plus proche des besoins du marché. Ce qui est logique, ce qui est très bien en soi. Je veux dire, voilà. Mais voyez l'effet que ça a lorsque ces départements sont des départements d'enseignement et de recherche. Eh bien, ça participe à la recomposition du savoir autour des questions de Tourism Studies. Donc, une des pistes et un des éléments qu'il faudrait vérifier, c'est dans quelle mesure la recomposition des départements des universités britanniques, américaines et australiennes, notamment, en département d'hospitality et de tourisme, ont participé justement à la recomposition, à la légitimation d'un sous-domaine de recherche autour des Tourism Studies. Dans quelle mesure cette transformation institutionnelle, qui s'accompagne de financement, qui s'accompagne bien évidemment de financement et de programmes, vont participer à recomposer les frontières du savoir. Ça, c'est très intéressant de se le demander parce que, bien évidemment, l'université a une vocation à transmettre le savoir issu de la recherche, le savoir scientifique aux étudiants. C'est une de ses vocations, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, se pose la question de savoir quel type de savoir est transmis lorsque l'on recompose les disciplines de cette sorte. Comment est-ce que finalement se constitue un savoir spécifique? Est-ce un savoir scientifique? Oui. Sous quel rapport? Vous voyez, c'est un enjeu quand même très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde un petit point là, eh bien vous voyez que finalement, les auteurs qui sont les plus cités, et ça vous ne le savez pas parce que je ne les avais pas forcément tous lus, mais les auteurs qui sont les plus cités sont les auteurs les moins critiques, en fait. C'est les auteurs les moins critiques, ou en tout cas dont la critique peut être facilement utilisée ou absorbée. Typiquement, vous avez Eric Cohen qui traverse les époques sans aucun problème. Et vous retrouvez les catégories proposées par Eric Cohen, notamment lorsqu'il s'inspire de Durkheim, dans les ouvrages de marketing. Parce qu'elles servent à cibler les clientèles. Donc, il y a des savoirs qui sont plus ou moins prompts à circuler d'une discipline à une autre et avoir un usage spécifique. Et il y en a qui ne le sont pas. Typiquement, vous avez un auteur à la base, là on ne va pas le voir, mais qui avait écrit The Golden Horse, International Tourism on the Pleasure Periphery, donc en 1975, donc il faisait vraiment partie des pionniers. Il dénonçait les effets du tourisme sur le développement de la pauvreté dans les pays du Sud. Eh bien, cet auteur-là, évidemment, vous voyez, vous ne l'avez plus du tout. Boorstin, bon, alors, peut-être parce que, effectivement, son approche était dépassée, peut-être tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on constate que les approches qui critiquent véritablement les effets mêmes du tourisme sont souvent marginalisées, en tout cas celles qui ne peuvent pas être, entre guillemets, réutilisées dans une autre vocation. Alors, pour conclure, il faut quand même qu'on conclue, je ne sais pas comment on va y arriver. Les trajectoires, on en a parlé un peu. Pour conclure, si vous voulez, il faudrait faire plusieurs choses. Analyser vraiment la réception de ces travaux. Finalement, je disais qui lit Tourism Studies, il faudrait vraiment faire une analyse du public, qui les lit et surtout quel usage en est-il fait concrètement. Est-ce que ça sert vraiment aux étudiants qui sont en hospitality? Oui, comment ils travaillent, ce sera un vrai travail à faire. La deuxième chose, c'est que, comme je vous le disais à l'instant, ces recompositions ne sont pas neutres et produisent une certaine vision du tourisme. Et en l'occurrence, c'est plutôt une vision consensuelle, opérationnelle, qui est produite. Et enfin, la dernière chose, c'est où en est-on en France? Vous allez me dire, bah oui, c'est bien gentil votre monde anglo-saxon, mais en France, comment ça se passe? Alors, deux mots sur la France. En France, il n'y a pas encore au jour d'aujourd'hui des Tourism Studies. Pourquoi? Parce que vous avez un système institutionnel qui reste encore assez construit autour des disciplines. Pour avoir des doctorats, il faut s'inscrire dans des disciplines. Le doctorat est l'entrée, voilà, premier diplôme d'entrée dans la recherche, et il faut avoir un doctorat en sciences de la gestion, en économie, en sociologie, etc. Donc ça, c'est un premier garde-fou, si vous voulez, entre guillemets,
avec des recompositions de type studies. Et la deuxième chose, c'est que, bien évidemment, les carrières même des enseignants-chercheurs se font encore dans des sections du CNU, et donc des sections disciplinaires. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spécifique à la France, puisque tout autour, finalement, de nous, vous avez plus la constitution de départements, notamment autour des studies, qui peut s'opérer. Mais là encore, vous voyez, c'est intéressant parce que certaines studies vont connaître un succès et d'autres non. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est quels sont les types de savoirs produits par les disciplines en France par rapport au type de savoir produit par les tourism studies dans le monde anglo-saxon. Là, je crois que vous allez accueillir je sais que vous allez accueillir un colloque en novembre avec justement un colloque international avec des collègues donc, de différents pays. Vous voyez, il serait intéressant de pouvoir dialoguer justement sur les productions des savoirs qui sont opérés dans un contexte national encore largement formé sur, je dirais, les disciplines, et ce qui n'empêche pas le dialogue interdisciplinaire, je l'ai déjà dit, et dans des contextes où justement, pour le coup, le processus de développement de studies est beaucoup plus avancé. Je pense que ce sera intéressant de voir quel type de savoir est produit et comment finalement on peut échanger sur les différents objets. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose qu'on discute, qu'on échange sur ces quelques pistes de réflexion. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Merci Bertrand. Merci beaucoup. Donc on va peut-être passer à la phase de questions ou de débat sur cette question des tourism studies et de la place finalement qu'occupe le tourisme dans ces différentes disciplines et dans la science. Cette science-là que vous lisez évidemment de manière régulière depuis que vous faites de l'initiation à la recherche dans le cadre de vos mémoires notamment. Et là, je parle surtout au master. Vous vous présentez, peut-être que M. Réau sache de quelle formation vous venez. Alors bonjour, je suis Farah Garcia, je suis en master tourisme et développement en première année. Vous parlez surtout de légitimité des auteurs par rapport aux pairs. Moi, je me pose la question, la place des lecteurs et surtout des étudiants dans cette légitimité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une très bonne question. La légitimité scientifique, elle est constituée, comme je vous le disais, par un système d'évaluation par les pairs et de lecture croisée par les pairs. Ça s'explique très simplement, c'est que si vous voulez pouvoir valider à la fois la démarche et le résultat scientifique, il faut le faire, je dirais, en connaissance de cause et surtout en ayant la capacité de produire cette recherche. La recherche, c'est important de le comprendre. La recherche, c'est une production collective. Chaque chercheur travaille effectivement dans son coin, il y a des divisions de travail, etc. Mais le produit même de la recherche, ce que vous lisez, ce que vous avez, c'est forcément une production collective. Ne serait-ce que parce que justement, ça passe par ce type de processus d'évaluation par les pairs. Dans ce sens, c'est forcément collectif. Ça, c'est très important aujourd'hui d'avoir ça en tête. L'individualisation à outrance de la recherche est impossible. Parce que déjà, vous avez une histoire derrière. Donc c'est déjà collectif au sens où vous avez eu des centaines d'années de gens qui ont travaillé sur des thématiques de recherche, et puis parce qu'au quotidien, c'est des choses qui se font de manière collective, pas que par l'évaluation, aussi dans les programmes de recherche, dans les séminaires, dans le travail. Alors du coup, la place, effectivement, des publics et des lecteurs, elle est intéressante, parce qu'en fait, la question qui se pose ici, c'est le statut du texte scientifique. Si vous êtes, comment dirais-je, dans une démarche aussi de recherche, vous avez bien évidemment l'obligation, j'ai presque envie de dire, de vous mettre en position de lire cet article comme si vous étiez vous-même en recherche. Et donc, comme si vous alliez regarder les méthodes et les hypothèses et faire les critiques éventuelles. Et ça, c'est très intéressant parce que ça signifie qu'une critique scientifique, à mon sens, un article scientifique, à mon sens, n'est vraiment critiquable que scientifiquement. Sinon, on sort du registre, si vous voulez. C'est comme si, je vais vous prendre un exemple très bête peut-être, mais c'est comme si, je
je ne sais pas, comme si moi, sociologue, j'allais lire un article de physique quantique et que j'allais dire non, je ne suis pas d'accord avec lui. Bah ok, je suis peut-être pas d'accord avec lui, mais je n'ai pas démontré qu'il avait tort. Vous voyez, ça c'est très important d'avoir en tête parce que dans le débat public, lorsque vous avez notamment des interventions de sociologues ou de chercheurs en sciences sociales, leur discours est souvent contesté dans les plateaux publics, dans les débats publics, etc. Sauf qu'il est contesté sur ce mode-là. Moi, journaliste, je ne pense que je ne suis pas d'accord avec vous. Très bien, vous avez le droit de ne pas être d'accord en tant que citoyen, on a tous des avis très différents et il n'y a pas de problème, on débat. Mais la question, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. La question, c'est comment est-ce que vous montrez avec les mêmes scientifiquement que j'ai tort par rapport à la recherche que j'ai faite scientifique. Vous voyez ? Et ça, c'est quand même très important au jour d'aujourd'hui parce que la délégitimation de la parole scientifique, elle ne peut pas reposer juste sur une divergence d'avis. On n'est pas dans le même type de discours. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous avez quelqu'un qui a travaillé 10 ans pour produire quelque chose, de manière méthodique, qui est contrôlé par les pairs, son discours, c'est pas le même que celui qui dit « je suis pas d'accord ». Sinon, ça ne sert à rien de travailler. Vous voyez, c'est très important d'avoir ça en tête. Parce que dans les médias, vous avez souvent des arguments d'autorité qui sont « oui, mais regardez, moi j'ai trouvé le dernier chiffre, machin, etc. Et du coup, je suis pas d'accord avec vous ». Ben oui, mais il va falloir aller un petit peu plus loin. Voilà. Et du coup, se pose la question de la place du discours scientifique dans l'agora, dans le débat public. Quelle place peut-il avoir? Est-ce qu'il doit avoir... Comment finalement lui faire une place? Et ça pose la question du public. Alors là, il y a eu plein de choses qui ont essayé d'être faites, c'est-à-dire essayer de faire ressortir certains résultats pour pouvoir justement les soumettre aussi à la discussion et au débat public, essayer de transmettre la science, ce qui est vraiment important, qui est très difficile, transmettre les résultats de la science, vous voyez. Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont autour aujourd'hui, il me semble, des débats citoyens qui s'opèrent sur la légitimation, la délégitimation des discours scientifiques. Et effectivement, c'est un enjeu véritable. Et je vous dis ça, je finis parce que je suis un peu long, mais c'est important de voir qu'effectivement toutes les sciences n'ont pas le même statut face à la critique dans le monde social. Les sciences sociales sont particulièrement exposées à la critique du monde social parce que chacun fait partie du monde social et croit avoir la vérité sur le monde social. Vous verrez beaucoup moins facilement un journaliste, un politicien, un militant, tout ce que vous voulez, ou même un citoyen lambda, remettre en cause un résultat de physique quantique juste en disant « je ne suis pas d'accord ». Tandis que le résultat, dire « ah bah oui, on constate par exemple un creusement des inégalités en matière de départ en vacances et des usages. Ah, vous êtes sûr? Moi j'ai vu que ça avait augmenté de 5%. Ah oui, mais attendez, on va regarder un peu plus près. Quoi. Du coup, je suis dans la même promo que Jennifer en master touche et développement. Et du coup, là, moi je travaille actuellement dans mon mémoire sur un peu l'émergence des nouvelles pratiques spirituelles dans le tourisme de bien-être et notamment un peu l'émergence. On va dire de ce besoin de bien-être et je fais un peu le lien avec un peu la légitimité de la science dans le sens où est-ce que selon vous certaines découvertes et certaines remises en question par rapport à la physique quantique en gros, quel est le lien justement entre cette mutation de la société et cette question de la légitimité du savoir et de la science plus particulièrement. Ok. Je ne sais pas si c'est comment c'est une très bonne question. Je vais essayer de ne pas repartir pour une heure. C'est une tellement bonne question qu'on pourrait en débattre pour un long moment. Bon, je pense y avoir répondu un petit peu quand même déjà, mais si je vais aller un peu plus loin et vous apporter des éléments, en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est justement pourquoi faire cette démarche. Je vais peut-être répondre un tout petit peu à côté, vous allez voir l'utilité. Pourquoi faire cette démarche de faire une sociologie des sciences, en fait. Une sociologie, là j'ai fait une sociologie de l'étudiisme, mais il y a d'autres collègues qui font sociologie de la physique, sociologie de n'importe quelle science, en fait, ou des recompositions scientifiques.
Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est d'accroître notre réflexivité sur les choix qui ont été opérés et sur justement pour comprendre comment s'est constituée la science au fil des siècles. Je vais vous donner un exemple. Au jour d'aujourd'hui, on dirait que on connaît tous Pasteur. Vous savez, Pasteur, c'est quelque chose. Au moment où Pasteur va devenir pasteur, il n'y avait pas de pasteur. Et oui. Et donc du coup, si on ne veut pas faire ce qu'on appelle de la rétrodiction, c'est-à-dire relire l'histoire parce qu'on connaît la fin de l'histoire, il faut regarder comment à son époque c'est devenu finalement ce qui est devenu Pasteur et pourquoi c'est ces théories qui se sont imposées et pas d'autres. Vous voyez ? À un moment donné, il y a des théories, des concepts, des recherches qui vont s'imposer et pas d'autres. Et ce qui est intéressant lorsqu'on fait une sociologie des sciences, c'est de dire que bien évidemment, il y a le contenu qui est essentiel, bien sûr, le type de savoir, mais pas que. Pas que. C'est-à-dire que vous avez pendant longtemps des découvertes qui vont rester inconnues, parce qu'il n'y aura pas les conditions institutionnelles, politiques ou économiques pour que ces découvertes, finalement, soient dans l'espace public, soient développées et reprises. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est quand même très important. Et au jour d'aujourd'hui, c'est essentiel, du coup, de garder ça en tête lorsque l'on pense à ce qu'on dit la recherche fondamentale. Si vous ciblez de manière trop réduite ce que doit être le segment de la recherche sur lequel tous les efforts doivent être faits et tous les moyens doivent être mis, vous vous coupez de la possibilité de voir des découvertes qui vont peut-être être utiles que dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, mais qui vont être produites justement par le fait d'avoir un temps long de recherche fondamentale. Et ça, c'est très important, parce que vous voyez bien au jour d'aujourd'hui, là on est en plein dedans, les questions de réforme des systèmes universitaires et de la recherche posent ces questions. Quel équilibre trouver entre une recherche par projet, qui doit être importante, qui est importante et qui est intéressante, parce que bien évidemment, il faut que ça puisse aussi alimenter à la fois l'économie, mais aussi les activités sociales, le monde social dans lequel on vit, qui est essentiel, évidemment. La recherche a aussi cet objectif, et elle l'a. Mais comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre des recherches par projet, qui sont prédéfinies, et qui donnent des axes, et une recherche fondamentale, qui effectivement peut sembler beaucoup plus vaste, beaucoup moins certaine dans les résultats à court terme, mais qui, on le voit au cours de l'histoire, ont vraiment été les domaines de recherche qui ont apporté des grands changements et des grandes choses utiles à l'humanité, en fait. Donc c'est ça, c'est cet équilibre-là qui n'est pas toujours évident à trouver, et c'est des débats. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, s'il y a une question tout de suite, et moi j'en ai plusieurs, plutôt des éléments on va dire, des réflexions. Je me pose la question de l'avènement du tourisme finalement comme objet de science. Là, c'est ce sur quoi tu as travaillé ces dernières années. Est-ce qu'on peut dire que finalement la montée d'une économie du tourisme dans le monde va de pair avec la légitimité ou l'avènement du tourisme comme objet de science? C'est-à-dire que est-ce que finalement cette montée du tourisme comme objet de recherche, ou pas d'ailleurs, dans certains domaines, est-il significatif d'une montée en puissance du tourisme dans le monde? Alors, moi, ça me fait penser à certains étudiants qui travaillent sur des sujets de recherche hyper spécifiques et qui me disent « mais j'ai rien trouvé là-dessus, il n'y a rien dessus, il n'y a aucune recherche effectuée dans le domaine ». Est-ce que ça veut dire pour autant que le sujet est important, très important? Est-ce qu'il est en train de naître, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a cette légitimité de la science qui va de pair avec finalement le marché du tourisme? Alors, bon, ça change beaucoup en fait, je pense quand même avec les contextes nationaux. J'ai beaucoup parlé des pays anglo-saxons, mais je peux parler beaucoup de la France. Il faut quand même reconnaître qu'en France, j'ai envie de dire, au moins jusqu'au début des années 2000, la recherche sur le tourisme n'est pas très reconnue. Elle n'est pas très reconnue, pourquoi en fait? C'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'elle serait de moins bonne qualité? Est-ce qu'elle n'aurait pas d'intérêt? Est-ce qu'elle serait considérée comme futile? Travailler sur le tourisme, c'est pas sérieux, faire du tourisme, c'est quoi? Pourquoi en fait? C'est une vraie question.
On peut se poser un certain nombre de questions, mais un des éléments de réponse, c'est quand même de dire que potentiellement, les recherches qui ont pu être menées à un certain moment, c'est un peu comme nos McCannel ici, par rapport à Uri, c'est que les recherches qui ont pu être menées à un moment, finalement, elles n'intéressaient que ceux qui travaillaient sur le tourisme. Et donc, à partir du moment où vous êtes géographe, parce que c'était beaucoup des géographes, mais aussi des économistes, et ce que vous faites finalement n'intéresse que les autres géographes du tourisme ou les autres économistes du tourisme, eh bien, vous vous retrouvez à finalement ne pas avoir une très grande reconnaissance dans votre discipline. D'accord ? Typiquement, j'avais montré ça dans le numéro en 2007 d'Actes de la recherche en sciences sociales, typiquement la géographie du tourisme, la géographie était la discipline dominante sur le tourisme. Elle l'est d'ailleurs encore largement, je pense, parce que c'est une discipline qui a produit le plus et qui a effectivement apporté beaucoup de choses sur ces questions du tourisme. Mais la géographie du tourisme au sein de la géographie, c'est une géographie dominée. C'est pas une géographie dominante. C'est pas la géographie la plus reconnue. Donc vous voyez, c'est les différents niveaux de lecture qui sont intéressants. Autant dans le domaine tourisme, ça peut être la discipline dominante par rapport à la sociologie, etc. Autant dans la discipline elle-même, la géographie du tourisme n'est pas la géographie qui domine le plus. Donc du coup, c'est quand même intéressant parce que ça pose la question, c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu ici, des liens, alors que oui, par exemple, alors qu'à la différence, quelqu'un comme Curie, qui va avoir pris pour objet le tourisme, va être reconnu dans sa discipline. Et donc vous voyez, on n'a pas le même effet du tout. Il va être reconnu dans sa discipline, il va avoir participé finalement à la production scientifique de manière beaucoup plus large. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a différents niveaux, si vous voulez, et différentes trajectoires. Personnellement, moi je suis toujours partisan d'encourager les étudiants à prendre pour objet les différents éléments du tourisme. Mais vous le prenez sous un angle sociologique, ou géographique, ou historique, mais c'est un objet, c'est pas une fin en soi, d'accord ? Vous faites les mêmes méthodes, vous appliquez les mêmes choses que si vous travailliez sur un autre objet. Et ça c'est vraiment essentiel, parce que c'est que comme ça que vous arrivez aussi à avoir la reconnaissance dans votre discipline. Pourquoi certains travaux ont la reconnaissance de discipline et d'autres non ? Parce que ceux qui ont montré des phénomènes sociaux, des mécanismes, qui ont fait des démonstrations scientifiques en prenant pour objet le tourisme, mais qui peuvent intéresser la sociologie de la famille, la sociologie de la pratique culturelle, la sociologie du travail, etc. Ben oui, forcément, là, vous avez fait avant tout une recherche sociologique. Vous voyez, la discipline, elle revient par là. C'est-à-dire que lorsque vous devez travailler, vous travaillez d'abord à faire une recherche scientifique, et ensuite vous travaillez sur un objet particulier. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas si forcément facile à comprendre, de manière à le dire en tout cas de manière simplifiée, mais c'est vraiment cette articulation entre est-ce que je m'adresse aux spécialistes uniquement de la question, ou est-ce que je m'adresse à ma discipline, et donc au champ scientifique. Est-ce que ce que j'ai à dire sur le tourisme peut intéresser des gens qui ne travaillent pas sur le tourisme, pour faire très simple. Vous voyez, je crois que ça c'est la meilleure définition, c'est celle-ci. Et oui, je pense que oui. C'est pour ça que je pense que les terrains sont assez riches en matière de tourisme là-dessus. Le risque, il est clair. Le risque, et si on regarde cette frontière, le risque il est que, effectivement, en focalisant beaucoup trop sur l'objet et non pas donc, en voulant parler à la discipline ou à la science de manière générale, eh bien, on soit plus proche du consulting et finalement de la réponse à la commande, soit publique, soit du marché immédiat qui a besoin d'outils pour gérer, pour comprendre les clientèles, les flux, etc., que finalement de la recherche scientifique. Et ça, c'est intéressant parce que il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, on a tous l'occasion de faire un peu les deux, mais c'est important de bien pouvoir séparer les deux. Parce que, bien évidemment, il me semble que quand on fait de la science, eh bien, on va être capable de s'adresser à la communauté scientifique. Et donc avec les exigences et les critères de la communauté scientifique. Voilà. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu veux dire, c'est que le lien que je trouve très facile à faire avec la place du tourisme aussi à l'université, y compris dans les formations. C'est-à-dire que pour rejoindre notre débat qu'on a eu il y a pas longtemps avec les étudiants en master,
Finalement, ce sont des masters en tourisme, des formations universitaires en tourisme, mais c'est avant tout des formations qui nous aident à réfléchir, à penser le tourisme grâce à d'autres entrées disciplinaires. C'est la raison pour laquelle on a une l'économie du tourisme, la sociologie du tourisme, la géographie du tourisme, et qu'aujourd'hui le tourisme, on ne l'envisage pas de manière isolée, mais de manière transversale, et qui embrasse un certain nombre de disciplines. Je dirais que la plus-value des formations en tourisme à l'université, c'est véritablement celle-ci, c'est-à-dire celles qui gardent et qui ont à montrer, finalement, un chapeau, un champ de réflexion théorique et disciplinaire que d'autres formations dans d'autres écoles, par exemple, n'ont pas. J'imagine qu'on est très bien, finalement, à ces questions. Oui, voilà, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir une base scientifique solide, disciplinaire, pour pouvoir aussi transmettre le savoir à l'université. Ça, c'est essentiel, il me semble. C'est vraiment ça qui fait la différence, finalement. Je veux dire, la différence entre un enseignement privé qui ne repose pas sur la recherche et l'enseignement à l'université, qui peut être un enseignement qui repose sur la recherche scientifique, c'est justement de pouvoir transmettre la recherche et dans les formations. Donc ça, c'est essentiel. Mais le deuxième point que tu dis qui est quand même aussi essentiel, c'est que, en fait, vous ne formez pas en tourisme. Il y a un blanc tout d'un coup. Oui, c'est ça. C'est bien. Vous ne formez pas en tourisme. En fait, vous apprenez beaucoup plus largement ça, à penser, de méthode, à réfléchir pour pouvoir évoluer tout au long de votre carrière dans ce qui va être soit effectivement un secteur qu'aujourd'hui on donne tourisme, mais qui demain peut évoluer, prendre des formes différentes. D'ailleurs, c'est pas anodin que dans le monde anglo-saxon on parle d'hospitality. En France, on parle encore peu d'hospitalité, mais vous savez que par exemple, dans la plus grande école hôtelière du monde, qui est l'école hôtelière de Lausanne, une grande partie des étudiants ne travaillent jamais dans le tourisme. Ils travaillent dans la banque, dans l'assurance, dans des métiers d'hospitalité. Donc, vous, c'est pareil, vous n'êtes pas formé au tourisme. Vous êtes formé pour évoluer dans un monde où il y a des services, effectivement, où il y a des choses qui se reconstituent, et vous aurez les outils intellectuels pour pouvoir y évoluer. C'est comme ça qu'il faut penser. Sinon, vous restez dans des catégories qui seront totalement datées dans très peu de temps. Frédéric. Merci Bertrand pour cette conférence très intéressante. Je m'étais demandé justement la question de la futilité de l'objet. Moi, j'ai pour objet l'alimentation, et on peut même mettre à l'intérieur de l'alimentation un sous-objet qui est la gastronomie. Et en fait, cette question de la futilité de la nourriture, de la futilité du tourisme par rapport à la discipline, faisait que dans les années 60-70, étudier l'alimentation, c'est pas mon cas, mais c'était compliqué. Le charme maintenant, on peut dire, est relativement bien installé. Mais ça me ramène effectivement, quand j'ai fait ma thèse sur la gastronomie, notamment sur les étoilés au liquide chimie, les collègues m'ont regardé avec un petit sourire un petit peu en me disant mais c'est un sujet sérieux ça, d'étudier la gastronomie. Et en fait, la question que je me posais à l'issue de ta présentation, c'est finalement, c'est intéressant de voir les mouvements, ces effets de mouvement à l'intérieur de la discipline, ou pas de la discipline, de la recherche en tourisme, et comment en fait certains acteurs passent d'une position finalement marginale à une position dominante. Donc tu as donné quelques éléments. Je voulais pas donner d'autres questions, mais celle qui j'aimerais sur laquelle tu reviens, c'est celle en fait qui est-ce que les studies, et ça rejoint la question de la futilité, permettrait pas d'acquérir une certaine notoriété en dehors du champ disciplinaire, parce que justement, pour cette question de légitimité, cette légitimité elle se construit à l'intérieur d'une discipline. Et finalement, les studies permettraient d'avoir cette notoriété, même si la légitimité elle n'est pas totalement au rendez-vous, et peut-être que des outils comme Google Scholar, Chantel participeraient de cette notoriété plus que de légitimité de la discipline. Tu as parfaitement raison. Ce qui est très intéressant, c'est pour ça que c'est très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup d'intérêt à étudier ces trucs à te dire, parce que vous avez effectivement un sujet dominé dans les disciplines. Un thème qui est dominé. Voilà, le tourisme, ce n'est pas un thème dominant dans aucune discipline. Voilà. Donc, deux solutions. Soit vous restez dans le champ disciplinaire
comme dominé, c'est possible, pourquoi pas. Soit vous prenez le problème un peu différemment que j'essaie de mentionner, c'est-à-dire que vous rentrez ponctuellement sur le tourisme comme Uri, qui fait une entrée fracassante, un ouvrage sur tous les gays, qui après en fait plus. Après il change d'objet, parce que lui c'est un sociologue, c'est pas un spécialiste du tourisme. D'accord ? Donc il a fait une entrée fracassante, mais il parle. Voilà, il ne reste pas dans l'objet toute sa vie. Hein. Voilà, c'était juste un objet. Donc là, on voit bien la différence. Soit, effectivement, troisième stratégie, eh bien, vous constituez votre petite île au paradis. C'est-à-dire, vous constituez vous-même votre segment de recherche avec des institutions, en appui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, en appui le plus souvent avec le secteur socio-économique, puisqu'il y a des vrais besoins à la fois de connaissances, mais aussi de formation, etc. Et du coup, vous construisez effectivement une légitimité en dehors des disciplines, et c'est ce que permettent les recompositions de type studies. Bien évidemment, les recompositions de type studies, c'est avoir la production d'une légitimité en dehors des disciplines, qui se veut militante, qui se veut transversale, et qui a aussi quand même pour fonction de pouvoir contrecarrer la hiérarchie des jugements disciplinaires, bien évidemment. J'avais une petite question, Bertrand. Est-ce que toi, tu t'es intéressé dans tes recherches, je dirais dans cette construction de ces tourism studies, est-ce que tu t'es intéressé à l'intérieur aux différentes thématiques, aux différents objets à l'intérieur des tourism studies, des thématiques qui sont le plus aujourd'hui mises en avant? Alors, je n'ai pas fait l'analyse thématique poussée pour une simple et bonne raison que, en partie, elle existe par les dominants du champ des tourism studies eux-mêmes. Alors, il faudrait la faire nous-mêmes aussi pour voir si on trouve la même chose, mais en tout cas, il y a des papiers dans l'analyse sur Toulouse Research où tu as la synthèse des thématiques de thèse soutenues ces 10 dernières années, la synthèse des thématiques traitées dans l'analyse ces 15 dernières années. Et donc, c'est intéressant parce que ça participe aussi. Celui qui fait la synthèse dit aussi un peu ce qu'elle chante. Donc c'est pas n'importe qui fait la synthèse à chaque fois. Tu regardes les noms et tu vois que c'est les plus seniors, les plus centraux qui définissent aussi par là les frontières thématiques qui sont à aborder. Donc non, moi je ne l'ai pas fait, mais pourquoi? Parce que d'une part, je ne pensais pas forcément qu'on allait trouver dans les manières statistiques des choses éminemment différentes de ce qu'ils avaient fait, parce que, bon, voilà. Et puis d'autre part, je pense qu'il aurait fallu dans ce cas interroger pas uniquement les thématiques des studies, mais interroger la thématique du tourisme de manière plus large. C'est-à-dire pas uniquement la thématique des revues de tourism studies, mais prendre l'ensemble des revues de sciences sociales, parce qu'une chose que je ne vous ai pas dit, qui peut vous intéresser quand même, qui fait des sciences sociales, c'est qu'il y a beaucoup de recherches sur le tourisme en dehors des revues de tourism studies. Et j'ai envie de dire, c'est presque là qu'il faudrait regarder parfois. Parce que c'est presque justement dans la démarche de ce que je vous ai dit avec Urim et d'autres, de gens qui vont prendre ponctuellement l'objet tourisme comme objet de recherche, que vous allez avoir potentiellement les choses les plus rigoureuses en matière disciplinaire. Et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête, parce que bien évidemment, ce n'est pas les papiers ni les articles les plus visibles, puisque quand vous tapez sur votre base de données, on voit tout de suite vers tourisme. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut rechercher, pas forcément par le mot-clé tourisme. C'est peut-être pas le bon mot. Qu'est-ce que vous travaillez, mademoiselle, quand vous travaillez sur la spiritualité, le bien-être, etc. Vous allez travailler sur les renouvellements des pratiques culturelles, des pratiques religieuses. Vous allez réfléchir sur justement la place de l'ésotérisme dans le champ des religions aujourd'hui. Voilà, vous voyez ces mots-là, rien à voir avec c'est pas le mot-clé tourisme qui ressort. Donc c'est pour ça, moi je vous encourage vivement à essayer de vraiment justement faire ce vrai travail de lecture croisée en regardant justement qu'est-ce que je travaille vraiment, qu'est-ce que ça nous apprend en fait de travailler sur le tourisme. Ça nous apprend des choses sur le travail, sur la famille, sur les pratiques culturelles, sur la mondialisation, sur tout un tas de choses. C'est pour ça que c'est intéressant le tourisme. Sinon en soi ça ne veut rien dire ce mot-là. C'est ça. Si on pouvait dire le top one des thématiques dans les tourism studies, c'est quoi? C'est quoi? Le durable, l'identité Oui, bon, c'est des choses assez fourre-tout. C'est ça. Oui,
pendant toute la période de développement de ce que était sustainability, bon, ben voilà, tourisme durable sous toutes ses formes. Là, ces dernières années, c'est très intéressant, dès qu'il y a un truc qui sort un peu dans la presse, vous avez quand même tout d'un coup des gens qui ont la capacité à produire des livres avec une vitesse extraordinaire. Là, vous avez vu, j'ai regardé cette année, je ne sais pas, 5 ou 6 livres en anglais qui sont sortis sur over-tourism. Alors ça y est, maintenant c'est l'over-tourism qui est à la mode. Donc vous allez faire... et c'est intéressant parce que vous le dites, il y a quand même des choses à étudier dans la constitution des thématiques qui sont publiées. Oui, vous opposiez le cercle vicieux au cercle vertueux. Et je veux savoir ce que vous voulez dire par cercle vicieux dans la recherche. Ça signifie bloquer la recherche, la réflexion. Non, mais cercle vicieux, cercle vertueux, en fait, tout dépend, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Cercle vertueux, c'est le cercle qui permet à la fois d'alimenter un cercle de légitimation dans un segment de la recherche et aussi d'alimenter cette légitimation par les moyens matériels qui permettent de la perpétuer. Donc ça devient un cercle, une économie de la production dans un segment. Un peu disruptif, qui soit un peu en décalage par rapport aux domaines qui sont institués, que ce soit dans un domaine disciplinaire, par exemple travailler sur un domaine, sur une question anthropologique avec un regard sociologue, par exemple. Peut-être que ça va être compliqué parce que ça va être difficile de trouver la bonne revue qui va accepter qu'il y ait eu ce genre de choses, alors que potentiellement c'est quelque chose de potentiellement très riche, par exemple. Et donc du coup, qui dit difficulté de publication, on va dire potentiellement difficulté d'obtenir aussi des fonds pour les projets de recherche, etc. Par exemple. Donc c'est plus, il n'y a pas vraiment, cercle vicieux, c'était peut-être pas l'expression la plus juste, mais disons qu'il y a des paris et des recherches qui sont plus ou moins risqués en fait. Et vous pouvez faire le pari de faire telle recherche sous tel angle, voilà, en vous disant que c'est peut-être ça justement qui fera la différence par rapport à ce qu'on sait, mais qui risque de vous marginaliser par rapport au mainstream des projets qui sont attendus et je dirais des financements, des publications dans la revue bien instituées. C'est peut-être ça, mais bon, c'était pas très heureux, je vous accorde, cette notion de cercle vicieux. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci.